Après avoir atteint le sommet du serveur national, la toute première chose que Yoon Jae-young a faite a été de supprimer son compte sans la moindre hésitation. Puis, il s'est immédiatement lancé dans un jeu à moteur virtuel, car l'or de ce monde était directement lié à l'argent réel. Un seul artefact légendaire suffirait à faire vivre 3 générations sans travailler. Dès l'instant où Yoon Jae-young est entré dans le jeu, il a éveillé une classe cachée appelée Vagabond. Pour la plupart des joueurs, la quête de débutant consistait à tuer des slims. Sa quête de débutant à lui, cependant, consistait à traquer d'autres nouveaux joueurs. Au final, il a même été contraint d'aider les monstres à renverser le monde du jeu entier. Cela dit, lorsqu'il s'est connecté pour la première fois, sa tâche initiale était toujours de tuer des slims. Pour Yoon Jae-young, qui avait autrefois dominé les classements de 87 jeux en ligne, ce niveau de difficulté n'était pas plus compliqué que d'écraser une fourmi, jusqu'à ce que la quête suivante lui impose de lire 100 livres. N'ayant pas d'autre choix, Yoon Jae-young s'est dirigé vers la bibliothèque. La bibliothécaire l'observait avec une curiosité évidente, car aucun joueur débutant ne s'était jamais assis là à lire pendant des jours. Depuis le lancement du jeu, presque personne n'avait voulu entreprendre cette quête. À ce moment-là, Yoon Jae-young s'est avancé et a demandé s'il existait un deuxième volume du livre qu'il tenait. Lorsqu'il fut confirmé qu'il avait vraiment fini de lire 100 livres, la bibliothécaire se figea un bref instant. La seconde suivante, sa conscience fut prise en charge par une intelligence artificielle du jeu. Elle a alors fouillé dans un coffre verrouillé et en a sorti le deuxième volume que cherchait Eun-jae. Confus, Eun Jae-young a demandé pourquoi ce livre en particulier devait être rangé séparément. Elle a souri faiblement et a expliqué que c'était un livre spécial, que l'on ne pouvait obtenir que sur demande directe. En entendant cela, Yoon Jae-young n'y a pas trop réfléchi et a tendu la main pour prendre le livre. À l'instant où ses doigts ont touché les pages, l'intelligence artificielle qui gère ce monde a commencé à effectuer des calculs à un rythme effréné. Cible détectée. Le sujet remplit potentiellement les critères pour le vagabond de la prochaine génération. Conditions d'assignation de la quête cachée remplie sans que Eun Jae-young s'en rende compte. Il a été officiellement désigné comme sujet d'analyse. En feuilletant le livre, il a découvert des archives décrivant un trésor caché sous le lac du village des débutants. Cependant, personne n'avait jamais vu ce que c'était vraiment. Mais le livre indiquait clairement que c'était le plus ancien vestige des ténèbres. Selon la légende, le vestige des ténèbres a été caché sous le lac par un aventurier légendaire nommé Azriel. Comme personne ne l'avait jamais vraiment trouvé, l'histoire a progressivement disparu de la mémoire collective. Yoon Jae-young a vérifié la carte près du village des débutants et a découvert qu'il n'existait qu'un seul point d'eau à proximité, le lac des Haleines. Après avoir quitté la bibliothèque, il s'y est rendu directement. Alors qu'il se disait que le lac semblait bien trop calme pour pouvoir cacher quoi que ce soit lié aux ténèbres. Le système a soudainement affiché une notification indiquant qu'il avait déclenché une quête et que l'intrigue principale avait été activée. Après un flot chaotique de fenêtres système qui ont défilé devant ses yeux, l'écran final de la quête a pris toute la place. Il ne s'attendait pas à ce que le jeu, à peine une semaine après son lancement, lui propose une quête de rang B+. Néanmoins, c'était plus approprié pour quelqu'un de son calibre. Au moment où Yoon Jae-young a confirmé la quête, une statue au fond du lac s'est illuminée d'une pulsation de lumière violette au niveau de sa poitrine. Sans hésiter, il a sauté directement dans les eaux. À l'instant où il a plongé, la vue qui s'offrait à lui l'a laissé stupéfait. Qui aurait cru qu'un lac d'apparence si petite pouvait être aussi insondablement profond? Au même moment, dans une filiale régionale des Arcadia, des alertes rouges clignotaient sur l'écran de contrôle principal. Le directeur Hans regardait l'écran, incrédule. Les serveurs sont en ligne depuis moins d'une semaine. Comment l'intrigue principale a-t-elle déjà pu être déclenchée? Les serveurs européens tournent depuis 3 mois sans incident, ce qui rend le serveur national vraiment exceptionnel. Un subordonné a rapidement signalé que, d'après leur analyse, un seul joueur avait activé un élément spécial lié à l'intrigue principale. Bien que le directeur Anne ne comprenne pas quel genre d'élément pouvait permettre à un joueur d'influencer le fonctionnement même du jeu, cela dépassait clairement son autorité, ne lui laissant d'autre choix que de faire remonter le rapport. De retour dans le jeu, après avoir plongé plusieurs fois, Yoon Jae-young a refait surface. Sa compétence de plongée était passée au rang B, lui permettant de retenir sa respiration plus longtemps sous les eaux et lui accordant un point d'endurance supplémentaire. Il avait déjà descendu près de 200 mètres, mais le fond du lac n'était toujours pas en vue. L'idée d'abandonner la quête a commencé à germer dans l'esprit de Yoon Jae-young. Le jeu était encore en phase de lancement et les autres joueurs étaient occupés à farmer des monstres, à finir des donjons et à se battre pour obtenir des avantages précoces. Pendant ce temps, il était coincé ici à perdre son temps à améliorer sa compétence de plongée. Pire encore, sa capsule de jeu avait été achetée à crédit. 920 000 par mois n'était pas un petit fardeau. Il avait initialement prévu de compter sur son talent de jeu exceptionnel pour farmer de l'équipement haut de gamme et le convertir en argent. Si cela durait plus longtemps, il risquait non seulement de ne pas gagner d'argent, il pourrait même rater un paiement. Pourtant, cette quête cachée pourrait n'être réservée qu'à lui seul. Et en tant que joueur de haut niveau, comment pourrait-il renoncer à un tel privilège? Avec cette pensée, Yoon Jae-young s'élança une fois de plus et replongea dans le lac. La scène se déplace au siège de Sikakov dans la région européenne. Jenica Bauer, l'une des principales représentantes de l'entreprise, dormait encore profondément. Soudain, un message urgent l'attira de son sommeil.
Lorsqu'elle a ouvert la fenêtre de discussion, un jeune homme blond a signalé qu'un joueur de la région avait découvert un indice de classe caché dans le village des débutants. Selon l'analyse de l'IA Ariel, cela pourrait mener directement à l'activation de l'intrigue principale. Jenica fronça les sourcils et demanda, confuse. Depuis quand avons-nous placé quelque chose avec autant d'impact dans le village des débutants? Le jeune homme blond secoua la tête. Ce n'est pas nous. C'est ce type. À la mention de son nom, Jenica jura à voix basse. Elle a immédiatement attrapé sa tablette et a commencé à chercher rapidement dans les dossiers internes. Bientôt, elle a trouvé des informations relatives aux vestiges des ténèbres. Les données indiquaient que la classe cachée, Vagabond du Chaos, n'avait pas de système de niveau et ne possédait aucune capacité offensive directe. Cela laissa Jenica perplexe. Une telle classe pouvait-elle même fonctionner correctement dans le jeu? Le jeune homme blond lui a rappelé. Mais ce vagabond a une capacité spéciale. En entendant cela, Jenica a continué à faire défiler. Lorsqu'elle lut les quelques lignes suivantes, ses pupilles se contractèrent violemment. Elle s'écria, est-ce que ce type a perdu la tête? Mettre une chose pareille dans le jeu? 10 jours passèrent en un clin d'œil. Grâce à des efforts acharnés, Yoon Ji-young a finalement atteint le fond du lac. Là, il a récupéré un collier et l'a mis. Au même moment, une notification système est apparue, quête terminée, récompense obtenue, collier guide lumière. La description du collier avertissait qu'il contenait des traces anciennes inconnues et que quiconque l'utilisait devait y réfléchir à 2 fois, puis encore. Cela ressemblait moins à une description qu'à une menace, laissant Yoon Ji-young se demander si le jeu voulait même que les joueurs l'utilisent. Mais en tant que joueur de haut niveau, il vivait pour ce genre de frisson de l'inconnu, alors il a choisi de l'utiliser sans hésitation. Le système a immédiatement demandé, êtes-vous sûr de vouloir utiliser cet objet? Confus, Yoon Ji-young a tout de même sélectionné oui. Puis un autre message est apparu. Êtes-vous vraiment sûr de vouloir l'utiliser? En soupirant, il a de nouveau cliqué sur oui. Il ne s'attendait pas à ce qui allait suivre. Chaque fois qu'il confirmait, le système affichait une autre fenêtre de confirmation, sans fin. Après avoir cliqué comme un fou pendant 2 bonnes minutes et demie, Yoon Ji-young a finalement craqué et juré. Qu'est-ce ce qui ne va pas avec ce système? Plus absurde encore, le système a semblé répondre comme s'il pouvait l'entendre. Il était clairement indiqué qu'il savait que Yoon Ji-young martelait furieusement la touche de confirmation. Puis une voix de garçon est venue de l'autre côté de la fenêtre du système. D'accord. Bien. Si tu insistes à ce point, alors il est clair que tu as vraiment l'intention d'utiliser l'objet. Ne le regrette pas plus tard. Je t'ai prévenu de nombreuses fois. À partir de maintenant, sème le chaos dans ce monde de toutes tes forces, tout comme moi. Yoon Ji-young était sur le point de demander qui il était quand un flash de lumière a éclaté sur le panneau. Changement de classe terminé, classe cachée, vagabond du chaos. En même temps, le système de niveau a été effacé et Yoon Ji-young a gagné des points d'attribut ainsi que quelque chose appelé crédibilité. Cette classe lui était liée de manière permanente et un nouveau système de quête a été ajouté en plus. Quand Yoon Ji-young a vérifié sa toute première quête, une sueur froide a perlé sur sa peau car l'objectif était d'éliminer les joueurs débutants. Après y avoir réfléchi, Yoon Ji-young a finalement supprimé son compte et a décidé de recommencer. Parce que lorsqu'il a vérifié son panneau de statut à l'instant, il a découvert qu'il ne pouvait pas gagner des EXP. Il n'avait même pas de niveau. Et dans un jeu comme celui-ci, le système de niveau était la base. Yoon Ji-young ne pouvait plus monter de niveau, ce qui signifiait que son potentiel de croissance avait été complètement anéanti. Dans les premières étapes du jeu, la différence pourrait ne pas être immédiatement évidente. Mais une fois que les niveaux des autres joueurs commenceraient à augmenter, un fossé insurmontable se creuserait inévitablement entre eux. Puis le système a porté un autre coup, suppression de personnages indisponibles. Ce n'est qu'à ce moment-là que Yoon Ji-young a compris pourquoi le système avait si désespérément essayé de l'empêcher d'utiliser le collier. Il s'est allongé par terre, pensant qu'en tant que classe cachée, il devait y avoir autre chose, une sorte d'avantage spécial. Avec cette idée en tête, il a rouvert son panneau de statut et l'a fouillé encore et encore. C'est alors qu'il a remarqué un attribut supplémentaire appelé crédibilité. En ouvrant la description, le panneau indiquait que cet attribut améliorait la capacité de l'utilisateur à interférer avec le monde. Une fois activé, il pouvait réécrire artificiellement les lois du monde, mais serait consommé de manière permanente par la suite. L'explication a laissé Yoon Ji-young complètement perplexe. Il n'y comprenait absolument rien. Finalement, il n'a pu que se dire de prendre les choses une par une et de terminer au moins la tâche en cours. La scène s'est déplacée vers les terrains de chasse pour débutants, à l'ouest du village. Dans la zone où les slims se rassemblaient, les joueurs nouvellement connectés, surtout ceux qui venaient de recevoir leur quête de débutants, venaient presque toujours ici pour farmer des niveaux tout en accomplissant des objectifs. Après avoir achevé un autre monstre, un homme a finalement obtenu un drop, un morceau d'essence de slim. La fille derrière lui s'est précipitée, disant avec envie que ça pourrait se vendre pour 50 pièces de cuivre. L'homme a immédiatement décidé de passer tout le week-end à farmer des slims ici pour de l'argent. La fille a rapidement demandé ce qu'il comptait faire pour l'examen blanc de lundi prochain. Caché derrière un arbre, Yoon Ji-young les observait tranquillement. Le fait de devoir éliminer personnellement ses débutants aux yeux écarquillés, ces bleus ignorants, l'a fait hésiter au moins un instant. Si tout ce sang neuf dans le jeu était anéanti, cela affecterait probablement aussi le fonctionnement du jeu. Mais une autre pensée lui a traversé l'esprit.
C'était une mission assignée par le système, et il ne faisait que jouer au jeu normalement. À ce moment-là, les deux débutants ont soudainement senti quelque chose s'approcher rapidement d'eux. Heureusement, l'homme s'est retourné juste à temps, évitant de justesse un coup de poignard fatal dans le dos. L'attaquant a fait claquer sa langue et a dit nonchalamment, « Pas mal. Tu as vraiment survécu au coup unique. » Il a ensuite déclaré que ce terrain de chasse leur appartenait. Sans leur permission, personne n'était autorisé à chasser ici. Observant depuis le côté, Yoon Ji-yoon a froncé les sourcils intérieurement, pensant que cela ne faisait que quelques jours depuis le lancement. Comment ces gens pouvaient-ils déjà se tailler un territoire? La jeune fille a immédiatement répliqué en criant. C'est un terrain de chasse pour débutants. C'est une zone publique. Qui vous a donné le droit de le revendiquer? Quand l'homme aux cheveux verts s'est approché, les pupilles de la fille se sont violemment contractées car elle a vu que son nom brillait en rouge. Dans ce jeu, un nom rouge ne signifiait qu'une chose, vous aviez tué d'autres joueurs. Voyant la peur sur leur visage, l'homme aux cheveux verts a ricané. Si vous ne voulez pas mourir, dégagez maintenant. N'ayant pas d'autre choix, la fille a cherché désespérément de l'aide auprès des joueurs environnants, mais personne n'a fait un pas en avant. L'homme blessé n'a pas pu s'empêcher de protester. Ce n'est qu'un jeu, est-ce que tout le monde ne peut pas simplement jouer et s'amuser? L'homme aux cheveux verts et les trois derrière lui se sont figés une fraction de seconde. Puis ils ont éclaté d'un rire bruyant et exagéré. C'est justement parce que c'est un jeu, se sont-ils moqués. On peut faire tout ce qu'on veut. Aucune loi ne s'applique ici. Avant qu'il ne puisse finir de parler, un cri soudain a retenti derrière lui. Tout le monde s'est retourné, choqué, pour voir qu'un de ses laquais avait déjà perdu une jambe, nettement coupée. Puis ils l'ont vu, Yoon Ji-yoon fredonnant pour lui-même en marchant vers eux. Sans leur laisser le temps de réagir, il a empoigné sa longue lame et s'est élancé. L'arc de son cou a suivi son mouvement, tranchant à travers leur corps. Ils n'ont même pas réussi à se défendre avant d'être tués sur le coup en une seule attaque. Alors que les frags étaient enregistrés, la couleur du nom de Yoon Ji-yoon est passée lentement du vert au rouge et sa crédibilité a augmenté de 3 points. Ce n'est qu'alors qu'il a réalisé que chaque joueur tué accordait un point de crédibilité. Avant qu'il ait pu finir de vérifier le panneau, les deux débutants de tout à l'heure sont soudainement tombés à genoux à côté de lui, le remerciant à plusieurs reprises. Yoon Ji-yoon s'est tourné vers eux et a dit calmement, « Pas la peine de me remercier, je vais vous tuer aussi. » Tous les deux se sont figés, se demandant s'il avait mal entendu. Levant sa lame, Yoon Ji-yoon leur a dit de ne pas trop mal le prendre. « Je fais juste ça pour une quête, ce n'est qu'un jeu. » Quand l'homme a croisé son regard, il a finalement compris. Ce n'était pas une blague. Yoon Ji-yoon ne lui a laissé aucune chance de fuir. Un seul coup net l'a fendu en deux. Après les avoir tués tous les deux, la crédibilité a augmenté de 2 points supplémentaires. Les joueurs environnants ont regardé la scène, complètement sous le choc. Yoon Ji-yoon s'est alors tourné vers eux avec un sourire joyeux. « Vous êtes les prochains. » Ceux qui sont restés là à regarder. Réalisant à quel point la situation était grave, tout le monde s'est immédiatement retourné et a fui. À partir de ce jour, une rumeur a commencé à circuler sur les forums officiels des Arcadia selon laquelle, près du village des débutants, un fou qui chassait les joueurs était apparu. Cette nuit-là, un joueur sprintait à travers la forêt d'un noir d'encre. Dans sa panique, il a trébuché sur un rocher et s'est écrasé au sol. Ce seul moment d'hésitation a suffi pour que la paire d'yeux rouges sans derrière lui le rattrape. Il a crié de désespoir. « Si tu veux chasser, alors chasse des monstres. Pourquoi me tues-tu » Yoon Ji-yoon a répondu d'un ton neutre. « C'est de la chasse, n'est-ce pas ?» Pendant qu'il parlait, il a dégainé sa lame, prêt à mettre fin à la vie de l'homme. Pris de panique, l'homme a crié que faire quelque chose d'aussi immoral au tout début du jeu ne serait jamais toléré par l'entreprise et qu'il signalerait Yoon Ji-yoon sur le site officiel. En entendant cela, Yoon Ji-yoon a suspendu ses mouvements. Il regarda l'homme froidement et demanda, « De quoi parlez-vous? N'avez-vous pas pensé à qui vous ordonne de faire ça ?» Le cœur de l'homme trembla violemment à ces mots. L'instant d'après, la lame de Yoon Ji-yoon s'abattit, le fendant nettement en deux. Après avoir chassé sans relâche toute la nuit, la fatigue commença enfin à se faire sentir. Dans Arcadia, les joueurs tués reçoivent une restriction de connexion de 24 heures en guise de punition, faisant partie du système anti-addiction du jeu conçu pour approfondir l'immersion. Cette règle même avait rendu le centre de service client inhabituellement occupé ces derniers jours, car les joueurs affluaient avec des plaintes, affirmant être victimes de PK malveillants et exigeant la levée de leurs interdictions de connexion. Lorsque le responsable s'est précipité pour enquêter, le chef d'équipe n'a pu que dire qu'à un moment donné, les plaintes liées au PK avaient soudainement augmenté. Avec les appels qui s'enchaînaient, le directeur, déjà préoccupé par l'activation précoce de l'histoire principale, faisait maintenant face à un autre casse-tête et n'eut d'autre choix que d'ordonner des heures supplémentaires pour le service d'assistance. Pendant ce temps, de retour dans le jeu, Yoon Ji-yoon vérifia son panneau et vit que sa crédibilité avait atteint 1025 points, le résultat de 2 nuits blanches. Il était assez satisfait, bien qu'il ne pouvait s'empêcher de se demander pourquoi les développeurs lui avaient assigné une tâche qui perturbait si clairement l'expérience de jeu. Incapable de comprendre, il finit par abandonner la réflexion et choisit de continuer à travailler à la place. Au moment où il s'apprêtait à partir, un groupe de Slims s'approcha lentement de lui. Le système l'a immédiatement informé qu'il avait sauvé des Slims en danger, augmentant son affinité avec la race des Slims. Après l'avoir vu éliminer les joueurs qui avaient essayé de les chasser,
Les Slims rebondirent avec enthousiasme vers lui. Yoon Jae-yoon gloussa. On dirait que je suis déjà devenu un ennemi public. M'entendre avec vous ne semble pas si mal. Après avoir joué un moment avec les Slims, il entendit soudain un mouvement venant des profondeurs de la forêt. En se retournant, il aperçut la faible lueur d'une torche vacillant dans l'obscurité, des joueurs le cherchant. Il tendit la main et tapota l'un des Slims. Je dois y aller. Peu de temps après, le groupe arriva à l'endroit où il se tenait juste avant. À leur tête se trouvait le même homme aux cheveux verts qui avait été tué plus tôt et qui avait appelé pour se plaindre, essayant de faire lever sa restriction. Voyant la silhouette de Yoon Jae-yoon se retirer dans la forêt, ils se lancèrent immédiatement à sa poursuite. Après avoir couru un moment, Yoon Jae-yoon s'arrêta au bord d'une falaise. Les joueurs à sa poursuite l'encerclèrent rapidement. Pour empêcher une autre fuite, l'homme aux cheveux verts s'avança en se moquant ouvertement de lui. Il ricana que Yoon Jae-yoon était maintenant un rat pris au piège et lui conseilla de se rendre. En réponse, Yoon Jae-yoon se contenta de sourire faiblement. Il se tint alors au bord de la falaise, penchant lentement son corps en arrière. L'homme aux cheveux verts ne s'attendait pas à ce que ce fou ose réellement sauter. Juste avant de toucher le sol, Yoon Jae-yoon réagit à une vitesse proche de celle de la lumière et se déconnecta immédiatement du jeu. La scène fut enregistrée par des joueurs à proximité et rapidement mise en ligne sur plusieurs plateformes. Dans les sections de commentaires, certains se moquaient de lui, d'autres louaient son exécution, mais bien plus de voix étaient remplies de condamnations et d'injures. Assis devant son ordinateur, l'homme aux cheveux verts fixait attentivement les fils de discussion du forum. Remarquant que Yoon Jae-yoon n'avait initié des PK qu'autour des terrains de chasse aux Slims, il en conclut que son niveau ne pouvait pas être très élevé. Ayant cela à l'esprit, il décida de former une équipe spécialement pour s'occuper de Yoon Jae-yoon. Peu après, il publia un fil de recrutement sur les forums. Le lendemain, les joueurs qui avaient été tués précédemment par Yoon Jae-yoon se rassemblèrent au point de rendez-vous désigné. L'homme aux cheveux verts prononça un discours passionné avant d'annoncer le début officiel de la réunion de soumission de l'anti-perturbateur. Ce qui attire vraiment les joueurs du monde entier vers le jeu de réalité virtuelle Arcadia, c'est sa capacité à analyser le comportement des joueurs et à générer un développement narratif correspondant. Même les événements se produisant sur Internet dans le monde réel sont analysés et intégrés par l'intelligence du jeu qui supervise l'ensemble du système, Ariel. En détectant la formation d'un groupe de joueurs à grande échelle, elle commença immédiatement à analyser la cause sous-jacente. Une fois l'analyse terminée, une toute nouvelle intrigue principale fut générée, liée à la quête associée, l'éveil des ombres de l'oubli. Au même moment, l'homme aux cheveux verts, toujours en pleine réunion, reçut une notification du système. Presque simultanément, chaque joueur autour de la place reçut la même alerte. En ouvrant la quête, ils découvrirent son objectif, capturer le démon boucher qui se cache dans l'habitat des Slims et massacre les joueurs novices. Pendant ce temps, les alarmes retentirent à nouveau sur les écrans géants du siège de la branche nationale des Arcadia. Le directeur Han convoqua immédiatement tous les chefs d'équipe, exigeant de savoir ce qui se passait, pourquoi une quête principale globale était apparue sans aucun avertissement préalable. Les responsables de la planification et de la conception baissèrent précipitamment la tête, déclarant qu'ils se dépêchaient également de trouver une cause. En entendant cela, le directeur Han explosa, lançant une tirade furieuse contre les cadres présents. Les serveurs étaient à peine en ligne depuis peu, et pourtant ils avaient déjà perdu le contrôle de la situation. À tel point qu'ils ne savaient même pas ce qui se passait réellement. Personne n'osa parler après ça. Tout le monde comprenait à quel point la situation était devenue critique. Après tout, même donner une tâche ordinaire et soudaine à tous les joueurs aurait été acceptable. Mais l'enquête a révélé que cette tâche était profondément liée à l'histoire principale. Cela signifiait que toutes les projections antérieures faites par l'équipe narrative étaient fausses. L'intrigue principale avait officiellement commencé seulement 2 jours après avoir été générée. Dans des circonstances normales, une intrigue principale ressemblait plus à une graine après sa création. Elle ne germait pas et ne portait pas de fruits immédiatement. Même les intrigues générées par Ariel prenaient généralement des mois avant de pouvoir vraiment affecter l'ensemble des joueurs. Pourtant, maintenant, le développement interne du jeu avait complètement échappé au contrôle de l'équipe narrative, compressant ce qui aurait dû prendre plusieurs mois en seulement 2 jours. Han ne pouvait s'empêcher de penser que si cela était considéré comme une simple erreur de calcul, la marge d'erreur était absurde. Alors qu'il parcourait les données et examinait les rapports internes, il tomba soudainement sur une vidéo liée à Yoon Jae-yoon sur les forums. Après s'être renseigné, ses subordonnés ont rapporté qu'un certain utilisateur s'était livré à plusieurs reprises à du PK sur les terrains de chasse pour débutants. Il soupçonnait maintenant fortement que ce joueur était directement lié à l'émergence de l'intrigue principale actuelle. Han tenta de tracer l'adresse IP de connexion de Yoon Jae-yoon et les informations associées via le back-end, pour découvrir que le siège avait imposé des restrictions d'accès à toutes ces données. Même en tant que plus haut responsable de la branche régionale, Han n'avait pas l'habilitation nécessaire. Et quand il vit que Yoon Jae-yoon avait déjà tué 1025 joueurs, son front se plissa profondément. La scène passe au lendemain matin. Encore à moitié endormi, Yoon Jae-yoon fut réveillé par le son de notification de son ordinateur. Il l'ouvrit et se connecta au site officiel des Arcadia, pour y trouver un événement nouvellement lancé sur la page d'accueil. Appelant tous les joueurs débutants à s'unir pour vaincre le criminel PK vicieux qui occupe les terrains de chasse pour débutants. Yoon Jae-yoon ne pouvait s'empêcher de penser à quel point c'était flagrant. C'était clairement dirigé contre lui.
Le nombre de commentaires avait déjà dépassé 3. Avec l'escalade de la situation, il n'a d'autre choix que d'arrêter temporairement la quête de massacre des débutants. Mais jeter un coup d'œil à sa capsule de jeu, qu'il payait encore par mensualité, lui donnait mal à la tête. Sans faire de quête, il ne pouvait pas devenir plus fort, et encore moins farmer de l'équipement pour gagner de l'argent. Après s'être reconnecté au jeu ce jour-là, il s'assit à l'extérieur des terrains de chasse pour réfléchir à ses options. Il n'aurait jamais imaginé que le jeu irait jusqu'à créer un événement spécial juste pour le traquer. Au moment où Yoon Jae-yoon s'apprêtait à abandonner le terrain de chasse au Slim pour aller ailleurs, un Slim surgit soudainement et lui bloqua le chemin. Il s'arrêta et écouta. Il y avait des voix de joueurs qui parlaient quelque part derrière lui. Ils suivirent tous les deux la piste de ce Slim et finirent par apercevoir Yoon Jae-yoon debout près de la falaise. Il n'avait pas été tué par lui auparavant, donc ils ne le reconnurent pas. En accourant, ils lui crièrent de ne pas voler leur monstre. Yoon Jae-yoon baissa les yeux. Le Slim qu'il avait presque tué leva les yeux et croisa son regard. Après un bref silence, Yoon Jae-yoon mit son chapeau et commença à marcher vers eux. Un joueur surnommé, là pour l'argent, fronça les sourcils, disant que l'apparence de Yoon Jae-yoon lui semblait étrangement familière. Mais son compagnon s'avança et essaya de bousculer Yoon Jae-yoon, une action ouvertement hostile qui déclencha un drapeau d'attaque. Yoon Jae-yoon n'esquiva pas, mais un mince sourire en coin se dessina sur ses lèvres. L'instant d'après, l'idée de l'attaquant commença à virer lentement au rouge. Alors Yoon Jae-yoon se laissa tomber au sol et cria « J'ai trouvé un PK. Il est par ici. Que quelqu'un vienne ici. » Les joueurs qui cherchaient en vain tournèrent la tête vers le cri dès qu'ils entendirent « Criminel PK ». Grâce à l'événement, quiconque tuait avec succès un criminel PK recevrait la récompense correspondante. Réalisant que les choses avaient mal tourné, l'homme qui l'avait piégé a essayé de rejeter la faute sur Yoon. Mais quand il s'est retourné, Yoon Jae-yoon était déjà loin. Les autres joueurs n'ont pas perdu de temps en paroles. Les armes sont sorties et ils ont chargé comme un seul homme. C'est seulement à ce moment-là que les deux ont réalisé qu'il y avait une falaise derrière eux, sans aucune issue. Celui qui était là pour l'argent s'est finalement souvenu de cette silhouette. Il l'avait vu dans une vidéo, mais la foule avide de récompenses a refusé d'écouter, se précipitant et les découpant en morceaux en un clin d'œil. Après avoir couru un moment et voyant que personne ne le suivait, Yoon Jae-yoon s'est finalement arrêté. Une fois sauvé, le Slim a sauté directement dans ses bras, insistant pour rester collé à lui. Yoon Jae-yoon s'est doucement écarté, juste au moment où il s'apprêtait à vérifier ses blessures. Le système l'a alors informé qu'il avait sauvé un Slim en danger, que son affinité avec la race des Slim avait atteint le niveau maximum, lui octroyant le titre d'ami des Slim. En voyant la notification apparaître, Yoon Jae-yoon s'est figé un instant. Mais en y repensant, il avait passé les derniers jours sur le terrain de chasse aux Slim à tuer des débutants. Chaque novice qu'il éliminait signifiait un Slim de sauvé. Le titre était approprié. Cependant, tous ces Slims n'étaient que de niveau 1. Même avec une affinité maximale, cela ne semblait pas très utile. Il avait besoin d'un autre moyen de sortir de l'impasse. Avant qu'il ne puisse finir sa pensée, le système a émis une autre alerte. Sa statistique de crédibilité avait atteint le seuil minimum requis. Une relation de coopération avec la race des Slim avait été établie. Il pouvait désormais consommer de la crédibilité pour les aider. Alors que les notifications défilaient, une nouvelle statistique intitulée Crédibilité est apparue en bas des panneaux d'information du Slim. Après avoir lu la description, un léger sourire s'est dessiné sur les lèvres de Yoon Jae-yoon. Il ne pouvait s'empêcher de s'émerveiller de la folie de ce jeu. C'était donc à ça que servait vraiment la crédibilité. Suite à cette prise de conscience, Yoon Jae-yoon a levé la main vers les Slim et a commencé à lancer un sort. Le système l'a averti qu'une fois la crédibilité utilisée, elle serait consommée de façon permanente, demandant une confirmation. Sans hésitation, Yoon Jae-yoon a sélectionné oui. L'instant d'après, le fantôme massif d'une statue divine s'est manifesté derrière lui. Le système a annoncé que les attributs de base de la race des Slim avaient été modifiés. Leurs niveaux ont instantanément grimpé au niveau 15, une aura puissante émanant de leur corps. Dans la plupart des jeux, les monstres s'opposent aux joueurs, ce sont des ennemis destinés à être vaincus. Les monstres sont aussi une partie indispensable d'un jeu. Parmi eux existe une catégorie qui sert de toute première proie aux débutants, tout en agissant comme partenaire d'entraînement de base, communément appelés monstres de tutoriel. Dans Arcadia, ceux qui sont assignés à ce rôle sont les Slim. Mais que se passerait-il si ces monstres de tutoriel devenaient soudainement beaucoup plus forts? Si forts que les débutants ne pourraient plus les vaincre. Au début, les principaux forums étaient encore remplis de clips amusants d'autres jeux. Puis une vidéo intitulée Les Slims sont beaucoup trop forts a commencé à se propager, accumulant rapidement plus d'1 million de vues et prenant la première place sur les forums. La vidéo montre un joueur qui vient de finir de charger le jeu. Il baisse les yeux et se rend compte que même les lignes de ses propres paumes sont clairement visibles, s'émerveillant de la qualité incroyable des graphismes. En regardant autour de lui, il aperçoit un Slim à l'air mignon qui erre non loin de là. Suivant le tutoriel pour débutants, il sort son arme, impatient de tester le moteur de combat du jeu. Mais alors qu'il s'approche du Slim, celui-ci le remarque aussi. Avant même qu'il ne puisse réagir, le Slim fonce en avant, comblant la distance en un instant. Une seule attaque de base suffit à tuer le joueur sur le coup. Le système l'informe alors qu'après être mort, il doit attendre 24 heures avant de pouvoir se reconnecter.
Au début, de nombreuses personnes dans la section des commentaires sous la vidéo refusaient d'y croire. Comment pouvait-on perdre contre des monstres d'une zone pour débutants? Mais à mesure que de plus en plus de joueurs se faisaient tuer, les commentaires se sont rapidement transformés en un océan de plaintes. À partir de ce jour, la quasi-totalité des 10 000 nouveaux utilisateurs rejoignant Arcadia chaque jour ne parvenaient pas à sortir du terrain de chasse aux slims. Ces slims, toujours aussi mignons en apparence, ne subissaient aucun dégât, peu importe comment les débutants les attaquaient. Pendant ce temps, les slims n'avaient besoin que de quelques coups pour réduire les PV d'un joueur à presque zéro. Assis sur une colline, Yoon Ji-young observait le chaos en contrebas et éclata de rire. Normalement, les slims étaient des monstres réactifs qui ne contre-attaquaient qu'après avoir subi des dégâts. Mais depuis qu'ils les avaient renforcés, ils étaient désormais capables d'initier des attaques contre les joueurs. Il semblait que la crédibilité n'était pas juste une statistique. C'était peut-être une valeur destinée à renverser le sens même de la crédibilité du jeu, bien plus complexe qu'il ne l'avait imaginé. Tandis que Yoon Ji-young réfléchissait à cela, l'escouade qui avait tenté de le chasser plus tôt était maintenant complètement encerclée par les slims. Le type aux cheveux verts faisait toujours le malin, criant que ce n'était que quelques slims. Avant qu'il ne puisse finir, un slim a soudainement bondi vers le haut, s'élevant au-dessus de sa tête. Il est retombé droit sur lui, le tuant instantanément. En voyant cela, les coéquipiers restants ont perdu toute volonté de se battre. Mais avec des slims partout, il n'y avait nulle part où fuir. Alors qu'ils se faisaient éliminer un par un, la crédibilité de Yoon Ji-young continuait d'augmenter. Les résultats ont dépassé ses attentes après seulement 2 heures. Sa crédibilité avait déjà atteint 3924, s'accumulant à une vitesse 4 fois supérieure à celle d'avant. Se pourrait-il que le véritable objectif de cette tâche ne soit pas simplement de lui faire tuer des débutants? Était-ce plutôt pour qu'il maximise la force des slims et qu'il farme la crédibilité à travers eux? Lorsque Yoon Ji-young a tenté de consommer à nouveau de la crédibilité pour améliorer davantage les slims, il a découvert qu'il ne pouvait plus être renforcé. Comme prévu, les choses ne se dérouleraient pas exactement comme il le souhaitait. Néanmoins, pour l'instant, ces slims étaient plus que suffisants pour s'occuper des débutants. Avec eux travaillant ici pour lui, Yoon Ji-young était enfin libre de se rendre au prochain endroit. La scène se déplace au siège de la branche nationale des Arcadia. Tôt ce matin-là, Anne a convoqué tous les chefs de département sans exception. Son expression était sombre, sa colère à peine contenue alors qu'il exigeait un rapport de situation immédiat. Un cadre s'est avancé et a expliqué qu'une amplification anormale des statistiques avait été détectée chez les slims la nuit précédente. En conséquence, les joueurs débutants mouraient en masse à cause des slims et la situation perdurait. Anne a immédiatement demandé la réaction du siège social. L'homme a répondu que les tentatives répétées de contacter le siège avaient échoué, sans réponse jusqu'à présent. Anne a ensuite insisté, demandant de combien les statistiques des slims avaient augmenté. Si ce n'était que 2 ou 3 fois, les choses n'auraient pas dégénéré de la sorte. Après une brève hésitation, le subordonné a répondu que les attributs globaux des slims avaient été multipliés par 10. Le cœur de Anne se serra. Après un moment de réflexion, il a soudainement réalisé la gravité de la situation et a demandé les PV de départ des nouveaux joueurs. La réponse est venue rapidement, exactement 100 points, ce qui signifiait qu'avec la puissance d'attaque actuelle du slim, un seul coup suffisait à tuer un joueur net. Anne refusait tout simplement de croire que Arcadia puisse souffrir d'un problème aussi basique. Après tout, derrière le jeu se trouvait l'une des intelligences artificielles les plus avancées au monde. Chaque action au sein du système était calculée et planifiée dans les moindres détails. Anne est entrée dans une pièce remplie de capsules de jeu, déterminée à vérifier personnellement ce qui se passait réellement. Lorsque la capsule s'est activée, le système a confirmé son niveau d'habilitation 3. Quelques instants plus tard, il a été transporté dans un vaste espace de données vides. Flottant au centre de cet espace se trouvait Lia, Ariel. Anne s'est avancé, déclarant qu'il était là pour confirmer un problème spécifique. En réponse, Ariel a lentement ouvert les yeux et l'a regardé en silence. Ailleurs, après un certain temps, Yoon Ji-young est retourné sur les terrains de chasse aux slims, pour ne trouver que la zone complètement déserte. Après que le nombre de novices tués a dépassé 9000, son taux de croissance a considérablement ralenti. Yoon Ji-young a deviné que les rumeurs sur la force anormale des slims s'étaient finalement répandues. Il apercevait occasionnellement des joueurs de niveau supérieur à 15 chassants dans la zone, mais les chiffres continuaient d'augmenter, bien que lentement. Lorsque sa crédibilité a dépassé 10 000, le système a retenti. En ouvrant son panneau, Yoon Ji-young a vu une notification. 10 000 éliminations de débutants atteintes, débloquant le titre de boucher des novices. Le système a également noté qu'il avait dépassé la plage de récompenses prédéfinie et, après recalcul, lui a accordé un coffre de récompenses de niveau intermédiaire. Sans hésitation, Yoon Ji-young l'a réclamé et ouvert. L'instant d'après, un éclair violet s'est abattu devant lui. En regardant le spectacle, Yoon Ji-young ne pouvait s'empêcher de se demander si c'était une sorte de coffre piégé. Quand l'éclair s'est estompé, une sphère d'énergie noir-violet flottait dans les airs. Sa forme ressemblait à un œuf, quelque chose qui incubait encore. Après avoir tourbillonné violemment, des fissures se sont propagées sur la surface de l'œuf. Il s'est brisé en deux et le système a notifié à Yoon Ji-young qu'il avait obtenu une pierre magique. Au même moment, une immense silhouette démoniaque est apparue derrière.
L'ombre a regardé Yoon Jae-yoon de haut et a exigé de savoir qui il était et comment il osait l'invoquer. Sous cette pression écrasante, un frisson inexplicable l'a parcouru. Il a levé les yeux et a vu le nom flottant au-dessus de la silhouette, Satan, roi du chaos. La silhouette a vacillé une fois, puis s'est lentement dissipée. De l'intérieur, une forme physique est descendue au sol. La silhouette a marmonné qu'une manifestation complète était encore impossible. Le corps invoqué était clairement plus petit que prévu, mais même cette quantité de pouvoir suffirait à anéantir ces maudits anges. Yoon Jae-yoon a fixé la petite silhouette devant lui, devenant silencieux. Satan aussi semblait réaliser que son corps était absurdement petit. Après une brève explosion de colère, il s'est retourné vers Yoon Jae-yoon et a froidement exigé de savoir comment il avait osé l'invoquer. Yoon Jae-yoon a expliqué qu'il ne connaissait aucune magie d'invocation. Il avait simplement réclamé un coffre de récompense de niveau intermédiaire et Satan était apparu de nulle part, se proclamant son émissaire démoniaque. Au mot émissaire, Satan serait dit, marmonnant pour lui-même que dans son état actuel, il ne se qualifiait probablement même pas comme un démon de Baran. Ce fou n'avait même pas pris la peine de le consulter avant de forcer la création du contrat, et il restait encore d'innombrables affaires à régler dans le royaume infernal. Yoon Jae-yoon se tenait simplement sur le côté, regardant en silence Satan fulminer et sombrer dans la frustration. Pourtant, à en juger par son comportement, il ne faisait aucun doute qu'il s'agissait bien du roi démon Satan. Bien que pour une raison quelconque, il se soit retrouvé dans un état si pitoyable. Après s'être défoulé un moment, Satan ne put qu'accepter la réalité avec un soupir. Il a admis qu'à cause du contrat forcé, il était devenu l'émissaire démoniaque de Yoon Jae-yoon. En conséquence, ils devraient tous les deux agir ensemble dans un avenir proche. Disant cela, Satan s'est envolé et s'est posé sur la tête de Yoon Jae-yoon, lui demandant nonchalamment de bien prendre soin de lui à partir de maintenant. Yoon Jae-yoon se sentait partagé. Avoir un roi démon assis sur sa tête n'était pas exactement quelque chose dont il savait quoi penser. Avant qu'il ait pu mettre de l'ordre dans ses pensées, Satan sembla sentir quelque chose d'inhabituel dans son corps. Il a alors remarqué avec surprise que Yoon Jae-yoon possédait une force absurdement surpuissante. À ce moment, le système a émis un avertissement. La crédibilité pouvait être consommée pour libérer le pouvoir de l'émissaire démoniaque, mais Yoon Jae-yoon a également été averti de ne pas se laisser tromper par l'émissaire. Après avoir détecté ce pouvoir, un sourire malicieux s'est lentement dessiné sur le visage de Satan. Il a compris pourquoi il avait été entraîné dans ce contrat en premier lieu. Et si les choses étaient bien gérées, il serait peut-être possible de faire tomber ces salauds à plumes de leur piédestal. Avec cette pensée, Satan a demandé sans détour à Yoon Jae-yoon s'il lui céderait tout ce pouvoir. Yoon Jae-yoon, cependant, n'avait aucune idée du genre de pouvoir auquel Satan faisait référence. Satan s'est moqué et lui a dit d'arrêter de faire l'idiot. C'était le pouvoir même capable de renverser les lois du monde. En entendant cela, Yoon Jae-yoon a demandé si Satan faisait référence à l'attribut connu sous le nom de crédibilité. Satan l'a confirmé et a poursuivi en disant qu'en tant que simple humain, Yoon Jae-yoon ne pouvait exercer un tel pouvoir que dans une mesure limitée. Il ferait mieux de tout lui céder. En retour, Satan lui a promis une richesse incommensurable. De ce bref échange, Yoon Jae-yoon a acquis une information cruciale. L'attribut que même un roi démon convoitait jouerait probablement un rôle central dans le jeu. Avec ça en tête, Yoon Jae-yoon a demandé ce que Satan pourrait réellement faire pour lui si toute sa crédibilité lui était cédée. Satan a affiché un sourire entendu avant de lever la main et de former un puissant cercle magique spatial. Il a ensuite sorti une pièce d'équipement et a déclaré que si Yoon Jae-yoon était prêt à abandonner toute sa crédibilité restante, l'objet serait à lui. Yoon Jae-yoon a vérifié les statistiques de l'objet. Chaque attribut était de premier ordre. Cependant, le niveau requis pour l'équiper était stupéfiant, même sur les serveurs UE, lancés des mois avant les serveurs nationaux. Les joueurs les mieux classés atteignaient à peine leur niveau 50. Et considérant que Yoon Jae-yoon ne possédait même plus de système de niveau, il était douteux qu'il puisse l'équiper. Alors il a refusé l'offre de Satan. Satan a supposé que l'objet n'était tout simplement pas suffisant pour le satisfaire, ce qui, à bien y réfléchir, était logique. Quelqu'un capable de former un contrat avec une existence comme la sienne n'était guère ordinaire. Quand Satan a demandé ce que Yoon Jae-yoon voulait vraiment, il s'est trouvé momentanément incertain. Avant que la pensée ne puisse s'évanouir, cependant, Yoon Jae-yoon a demandé si Satan pouvait renforcer les monstres. Satan a haussé un sourcil et a demandé à quel monstre il pensait. Yoon Jae-yoon a répondu simplement. C'étaient les Slims près du village des débutants. En entendant qu'il s'agissait de Slims, des créatures de si bas niveau qu'elles ne pourraient pas être plus basses. Satan s'est figé. Un instant plus tard, il a éclaté de rire, se tenant le ventre et remarquant que de toute sa longue vie, c'était la première fois qu'un contractant faisait une telle demande. Voyant la réaction de Satan, Yoon Jae a demandé si c'était vraiment possible. Satan a ricané, disant que le mot impossible n'existait pas dans son dictionnaire, puis a demandé combien de crédibilité Yoon Jae-yoon était prêt à payer. Sans la moindre hésitation, Yoon Jae-yoon a répondu « tout ». Au moment où les mots ont quitté sa bouche, Satan a déclaré que le contrat était scellé. Aussitôt, un immense cercle magique s'est déployé sous leurs pieds. En même temps, la quête d'élimination de débutants de Yoon Jae-yoon s'est mise à jour, se transformant en pour la colère des Slims. Le délai a été réinitialisé à 7 jours et un monstre de classe seigneur a été invoqué. Des éclairs violents ont frappé les profondeurs de la forêt les uns après les autres.
De l'intérieur de la tempête, un Slim colossal a émergé, la reine des Slims, un monstre seigneur de niveau 100. Pendant ce temps, dans les terrains de chasse aux Slims, un groupe de joueurs de haut niveau se délectait encore des gains d'expérience massifs fournis par les Slims. Bien qu'il n'ait aucune idée du type de bug dont souffrait le jeu, les Slims de niveau 15 étaient ridiculement faciles à affronter par rapport à d'autres monstres du même niveau. Pour les débutants, cet endroit aurait pu être l'enfer, mais pour des joueurs de haut niveau comme eux, ce n'était rien de moins qu'un paradis pour monter de niveau. Alors qu'ils se préparaient à chercher d'autres Slims, le sol sous leurs pieds a commencé à trembler violemment. Au même moment, une incantation obscure a résonné dans les environs. L'intention derrière le chant était sans équivoque, une colère pure et sans mélange. Vous, êtres innocents et massacrés, vous et les vôtres avez vécu en paix pendant des générations. Pourtant, de soudains intrus maléfiques ont cherché votre anéantissement. Maintenant, levez-vous et commencez votre vengeance sanglante. Quand le chant a pris fin, une vague d'énergie violente a jailli d'une fissure et un Slim après l'autre a commencé à se matérialiser dans sa lueur. Leurs corps ont changé de couleur, devenant d'un violet profond. Les 3 joueurs ont regardé la scène, totalement incapables de comprendre ce qui se passait. Les Slims, cependant, ne leur ont laissé aucun temps pour réagir, avançant en SM en un instant. L'homme borgne a rapidement réalisé que l'aura émanant de ces Slims était plusieurs fois plus forte qu'auparavant. Juste au moment où le borgne était certain d'être condamné, quelques instants passèrent et il réalisa qu'il était toujours en vie. Quand il a ouvert les yeux, il a vu que les Slims avaient complètement contourné leur corps, se précipitant plutôt vers l'arrière. Ses compagnons se sont retournés pour être complètement stupéfaits par ce qu'ils ont vu. Les Slims n'ont attaqué aucun joueur. Au lieu de cela, ils se sont rassemblés, s'empilant jusqu'à former un monticule de Slims de plus de 10 mètres de haut. À ce moment, une notification du système est apparue de force dans le champ de vision de tout le monde. Elle indiquait que les Slims vivaient autrefois librement dans les plaines de la lumière verte, une race qui chérissait la paix par-dessus tout. Pourtant, l'afflux soudain d'humains a transformé leur foyer en un abattoir insensé. Après d'innombrables actes d'endurance, ils sont parvenus à une conclusion. Il n'y avait plus besoin d'endurer. Ils se battraient pour la paix. Et ainsi, ils choisirent le sacrifice, offrant leur propre vie pour invoquer un grand souverain capable de guider leur race entière hors de la tragédie. Quand un message système finit de défiler, le monticule de Slims se condensa lentement en une forme humanoïde. La reine des Slims de niveau 100 était née. Dès l'instant où la reine des Slims reprit conscience, elle poussa un cri strident et furieux en direction des joueurs. Le son était assourdissant, se propageant sur des dizaines de kilomètres alors que l'onde de choc aplatissait les arbres environnants. L'homme borgne regardait la scène devant lui avec incrédulité. Il n'avait jamais entendu parler d'un tel monstre, ni dans son propre pays, ni dans les nations qui avaient lancé le jeu plus tôt. Depuis une colline lointaine, Yoon Ji-yoon observait calmement tout ce qui venait de se dérouler. En voyant l'imposante reine des Slims, il interrogea le petit œuf, déclarant qu'il avait seulement demandé que les Slims soient renforcés, pas transformés en quelque chose comme ça. Avant qu'il ait pu finir de parler, le rugissement qui secouait la terre atteignit leur position. Percevant la puissance de la reine des Slims, Satan fit remarquer avec un léger regret que si elle était un peu plus forte, elle pourrait être directement recrutée dans l'armée des démons en tant que glorieux fantassin. Il ajouta que même les formes de vie les plus basses, une fois leur cœur de vengeance éveillé, pouvaient libérer un potentiel terrifiant. Qui aurait cru qu'ils créeraient leur propre souverain? En entendant cela, Yoon Ji-yoon demanda ce que Satan voulait dire par un cœur de vengeance. Satan expliqua que les humains dans ce monde massacraient les Slims dès leur naissance. Alors il n'a fait qu'attiser cet instinct enfoui en eux. Il avait même partagé une partie de la crédibilité de Yoon Ji-yoon avec les Slims. Cette révélation laissa Yoon Ji-yoon abasourdi. Juste une fraction avait suffi à pousser une race entière vers une nouvelle étape d'évolution. Il ne pouvait imaginer quelle sorte d'existence aurait émergé si Satan n'avait pas prélevé une partie et leur avait tout donné à la place. Voyant l'expression de Yoon Ji-yoon, Satan lui dit nonchalamment de ne pas être trop surpris. C'était simplement le pouvoir de la crédibilité. Pendant ce temps, au cœur de la forêt, la reine des Slims, maintenant complètement éveillée, commença à marcher vers les colonies humaines. Les Slims lancèrent la première charge, et les joueurs formèrent instinctivement des lignes de défense en réponse. En un clin d'œil, les deux camps s'affrontèrent de front, et le champ de bataille sombra dans le chaos. À ce moment-là, une annonce système fut diffusée de force à tous les joueurs du serveur. L'annonce déclarait que l'intrigue principale, l'éveil des ténèbres oubliées, avait officiellement commencé. Toutes les quêtes liées au bûcher des novices furent retirées et remplacées par une nouvelle quête principale intitulée la colère des Slims. L'objectif était simple. Vaincre la reine des Slims en 7 jours ou défendre avec succès le village des débutants pour remporter la victoire. Si la pierre gardienne au centre du village était détruite, la quête échouerait immédiatement. Plus important encore, la dernière ligne était claire, si la mission échouait, le village des débutants serait détruit de façon permanente. La panique se répandit parmi les joueurs qui se demandaient ce qu'il adviendrait d'eux si le village cessait d'exister. Avant qu'il ait pu y réfléchir, le sol sous leurs pieds commença à trembler violemment. Se tournant vers les murs de la ville, ils virent une ombre massive se profiler sur la colline à l'extérieur. La reine des Slims était arrivée. Satan regarda Yoon Ji-yoon et demanda ce que nous comptions faire ensuite. En bas, chaque joueur donnait tout ce qu'il avait pour retenir l'avancée des Slims. Si on se faufilait discrètement maintenant et qu'on détruisait cette soi-disant pierre gardienne,
Tout cela ne se terminerait-il pas immédiatement? Un sourire froid traversa l'esprit de Yoon Ji-young. Tout comme le système l'avait prévenu, Satan essayait déjà de l'orienter, poussant les événements vers le résultat qu'il désirait. Yoon Ji-young ne lui en a pas fait la remarque. Il répondit simplement d'un ton neutre qu'il regarderait d'abord comment les choses se déroulaient. Après un moment de réflexion, Satan arriva à sa propre conclusion. Yoon Ji-young attendait le tout dernier moment, pour intervenir alors et écraser de ses propres mains la dernière lueur d'espoir de chacun. Il ne put s'empêcher de remarquer que Yoon Ji-young était vraiment maléfique. Il y aurait forcément des scènes spectaculaires à venir. Alors que Yoon Ji-young restait sans voix face à l'imagination trop fertile de Satan, une notification système apparut soudainement. Elle l'informa qu'il avait tué un novice et gagné un point de crédibilité, suivi immédiatement par une autre alerte identique. Très vite, les notifications s'accumulèrent si rapidement qu'il ne pouvait même plus toutes les lire. Comme Satan l'avait dit, la situation avait atteint un point où le choix appartenait maintenant à Yoon Ji-young lui-même. Devant lui se tenait une faction de joueurs et une faction de monstres, et une seule pouvait être choisie. Au même moment, dans la salle de conférence de la branche nationale des Arcadia, l'écran géant diffusait des images de la reine des Slims. Un monstre de ce calibre apparaissant dans un village de novices était tout simplement catastrophique. Hongtaun, le chef de l'équipe narrative, s'avança et déclara que le serveur devait être mis hors ligne immédiatement. Il devait y avoir un grave dysfonctionnement côté serveur. Sinon, il était impossible qu'un monstre de niveau 100 puisse apparaître dans une zone de départ entièrement remplie de joueurs venant de changer de classe. Wang Jie, la conceptrice en chef, a rapidement fait écho à son point de vue, ajoutant que l'équipe de conception n'avait jamais créé un tel monstre, ce qui signifiait qu'il n'avait pas du tout été produit par la branche. Hongtaun suggéra que le directeur Han dépose une protestation formelle auprès du siège. À ce rythme, il deviendrait impossible de maintenir le jeu en service. Après avoir entendu le rapport, le directeur Han garda le silence un court instant. Son esprit rejoua tout ce qui s'était passé depuis le déclenchement sans avertissement de l'intrigue principale. Jusqu'à l'émergence soudaine du boucher des novices, et enfin, la reine des Slims sans précédent lançant un assaut à grande échelle sur le village des novices. Tout à coup, le directeur Han sembla réaliser quelque chose, ses yeux s'illuminant de clarté. Il regarda ses subordonnés et demanda, « Savez-vous quel genre de jeu notre entreprise a toujours cherché à créer? Un monde aux possibilités illimitées, à la liberté illimitée et à la portée illimitée. Pensez-vous vraiment que la situation a été délibérément planifiée par le siège? Ces fainéants nous refilent généralement toute la planification détaillée et la conception des événements. Croyez-vous honnêtement qu'ils sont soudainement devenus aussi diligents? » Wang Jie hésita un instant avant de demander prudemment. « Vous voulez dire ?» Le directeur Han la coupa sans hésitation. « C'est exact. Chacun de ces événements a été déclenché par un seul utilisateur. L'activation précoce de l'intrigue principale, le phénomène du boucher des novices, l'ajustement anormal des attributs des Slims, et maintenant même ce monstre de classe seigneur. » Au moment où ces mots furent prononcés, la salle de conférence tomba dans un silence de mort. Une fois le choc initial passé, tout le monde réalisa lentement que cette explication était la seule qui ait un sens. Le directeur Han reprit la parole. « Si tout cela a été causé par les actions des utilisateurs, alors nous n'avons aucun droit d'intervenir. C'est la politique fondamentale des Arcadia. Peu importe les conséquences que cette tâche peut entraîner ou les pénalités qu'elle peut apporter, nous n'avons actuellement aucune autorité pour interférer. » Quand la scène revint au village des novices, des flammes faisaient déjà rage dans toute la zone. Les joueurs étaient engagés dans des combats acharnés dans les rues, luttant contre des vagues de Slims déferlant de toutes les directions. Heureusement, plusieurs joueurs de haut niveau tenaient la ligne, empêchant le village d'être complètement envahi. Un PNJ ne put s'empêcher de soupirer. Dieu merci, ces aventuriers sont là. Sinon, le résultat aurait été impensable. Avant qu'il ait pu finir de parler, un sifflement aigu déchira l'air derrière lui. Le Slim était apparu d'une manière ou d'une autre dans son dos, prêt à frapper. Le PNJ se retourna, le cœur serré. À cette distance, il n'y avait pas le temps d'esquiver. Au moment critique, un joueur se précipita soudainement et bloqua l'attaque pour lui. Le joueur jeta un coup d'œil en arrière et lui fit signe de se retirer vers l'arrière. Avec le joueur le couvrant, le PNJ réussit à peine à s'échapper. Après avoir atteint une ruelle étroite, le garde nommé Belen remercia précipitamment le joueur. Le joueur le regarda et répondit calmement qu'il n'y avait pas besoin d'être si poli. Belen dit alors que voir le joueur lui rappelait une histoire que son grand-père avait l'habitude de raconter. Dans cette histoire, il y avait un guerrier juste et courageux qui, comme lui, n'a jamais cessé d'aider les personnes dans le besoin. Belen a demandé au joueur s'il accepterait de lui rendre visite quand il aurait le temps, car le journal de son grand-père contenait encore des récits sur ce guerrier. Alors que le PNJ finissait de parler, une notification du système est apparue sous les yeux du joueur. Le message indiquait qu'il remplissait les conditions pour obtenir la classe cachée de gardien et lui demandait s'il acceptait la quête, le héros d'un conte ancien. L'homme ne s'attendait pas à ce qu'une classe cachée légendaire lui tombe entre les mains. Sans hésitation, il a immédiatement accepté, disant qu'il était impatient d'en savoir plus sur le guerrier de l'histoire. Belen hocha la tête et répondit que ce ne serait pas un problème, mais qu'il faudrait attendre que le monstre cesse de faire des ravages. En un clin d'œil, le siège de la fureur des Slims durait déjà depuis 3 jours. Pendant ces journées, les joueurs étaient submergés à plusieurs reprises par les Slims,
mais la communauté du serveur refusait tout simplement d'abandonner. Alors que de plus en plus de joueurs de haut niveau se joignaient au combat après avoir entendu les rumeurs, le cours de la bataille a commencé à changer radicalement. Même les joueurs débutants ont formé des unités spéciales, lançant leurs propres opérations coordonnées. En particulier, le titre de bourreau des Slims, obtenu après avoir tué 1000 Slims, s'est avéré changer la donne. Une fois équipé, le titre accordait un bonus de 30% de résistance contre les Slims et augmentait les dégâts infligés de 4% supplémentaires. Alors que de plus en plus de joueurs obtenaient le titre, les Slims ont été progressivement repoussés sur la défensive. Les joueurs ont enfin commencé à avoir de l'espoir. Ce qui semblait autrefois être une guerre ingagnable se tournait maintenant progressivement vers la victoire. Ces derniers jours, Yoon Ji-yoon se tenait sur la colline, observant tranquillement tout ce qui se déroulait en bas, tandis que le nombre de débutants tués avait dépassé les 30 000. En regardant le compteur de victimes qui ne cessait d'augmenter, Satan laissa échapper un soupir d'admiration, qualifiant cela de guerre véritablement massive et remarquant que bien qu'il ait vu d'innombrables humains, il n'avait jamais rencontré un contractant aussi diabolique que Yoon Ji-yoon. Tout en parlant, Satan tapotait à plusieurs reprises la tête de Yoon Ji-yoon, le louant sans retenue. Être reconnu par un démon pour avoir fait le mal laissa Yoon Ji-yoon avec un sentiment étrangement complexe. Néanmoins, sa crédibilité avait maintenant dépassé les 20 000 points. Satan lui demanda alors ce qu'il comptait faire ensuite. Si les choses continuaient à ce rythme, l'humanité en sortirait très probablement victorieuse. De plus en plus de joueurs humains rejoignaient le combat, repoussant les Slims de plus en plus près du bord de la zone d'alerte. En entendant cela, Yoon Ji-yoon esquissa un léger sourire et dit que si les choses se terminaient vraiment ainsi, ce serait bien trop ennuyeux. Tout en parlant, il ouvrit son panneau de statut et y jeta un coup d'œil pendant que Satan lui demandait ce qu'il voulait dire par là. Yoon Ji-yoon expliqua qu'il était enfin temps de choisir un camp et qu'à partir de maintenant, ils aideraient plutôt ces adorables Slims. En entendant cela, un sourire satisfait se dessina sur le visage de Satan. Pendant ce temps, le directeur n'a d'autre choix que d'aller voir sa supérieure, espérant qu'elle interviendrait pour mettre fin au siège. Assise derrière le bureau se trouvait une femme nommée Lee Mi-yoon, la directrice représentante des Arcadia. Après avoir entendu son rapport, Lee Mi-yoon se contenta de lui jeter un regard. Elle demanda alors si le directeur Han demandait l'autorisation de suspendre le siège des Slims. Le directeur Han répondit par l'affirmative. Lee Mi-yoon se leva de son siège et déclara calmement, mais fermement, que c'était impossible. Ils n'étaient pas les dieux des Arcadia, seulement ses développeurs. Elle continua en expliquant que ce qu'ils pouvaient et devaient faire n'était jamais de contrôler le monde du jeu lui-même. Leur rôle était de réagir de manière appropriée dans le respect des règles. Ils étaient des administrateurs, rien de plus. Dans le jeu, le siège des Slims de 7 jours n'était ni long ni court, sans que personne ne s'en rende compte. La zone avait cessé d'être un village de débutants et était naturellement devenu un champ de bataille. Alors que de plus en plus de joueurs de haut niveau rejoignaient le combat, la bataille approchait progressivement de sa conclusion. Alors qu'il ne restait que 10 minutes au compte à rebours, les Slims se comportèrent étrangement. Il n'y eut aucun assaut à grande échelle. De nombreux joueurs commencèrent à spéculer que les Slims avaient abandonné. Après tout, percer les défenses en 10 minutes était impossible. Mais au moment où le chronomètre entra officiellement dans ces 10 dernières minutes, le ciel tout entier devint soudainement rouge sang. Au-dessus du champ de bataille, Yoon Ji-yoon parla calmement. Commençons. En entendant l'ordre, la reine Slim sous lui commença à se déplacer lentement, avançant vers le village des débutants. Les premiers joueurs à réagir crièrent à tout le monde de rester calme, insistant sur le fait que s'ils pouvaient tenir encore 10 minutes, la victoire serait à eux. Ce qu'ils ne réalisaient pas, c'est que les Slims mutés qu'ils avaient affrontés auparavant n'étaient rien comparés à ce qui se dressait devant eux maintenant. Pendant d'innombrables années, les humains avaient brutalement massacré des Slims innocents et leur souveraine avait finalement décidé qu'elle en avait assez vu. La puissante souveraine choisit d'entrer personnellement sur le champ de bataille pour venger son peuple. Au même moment, tous les joueurs reçurent l'alerte système annonçant l'apparition de la reine Slim. Dès qu'ils la virent, la panique se propagea tandis que les joueurs reculaient encore et encore. Leur confiance durement gagnée vola en éclats. Les imposants murs de la ville semblaient soudainement ridiculement fragiles devant la reine Slim. Elle pouvait simplement contourner les murs et lancer des essaims de petits Slims directement dans le village. Voyant des Slims plusieurs fois plus gros qu'auparavant, de nombreux joueurs firent demi-tour et s'enfuirent sans hésitation. Pourtant, une poignée de joueurs tinrent bon. L'un d'eux cria à tout le monde de garder la formation et d'arrêter de courir, insistant sur le fait que ce n'était qu'un jeu et qu'il devait y avoir un moyen de riposter. Avant qu'il ne puisse finir sa phrase, la main massive de la reine Slim s'abattit sur sa tête. L'instant d'après, il fut entièrement englouti par le Slim visqueux. Immédiatement après, un sort puissant frappa l'épaule de la reine Slim. Un homme aux cheveux roux cria à tout le monde d'écouter. S'il pouvait juste tenir pendant les dernières minutes, il n'y avait pas besoin de tuer le monstre. Tout ce qu'il avait à faire était d'attirer son attention et de l'empêcher d'atteindre la place du village pour gagner. Avec les joueurs de haut niveau tenant la ligne, les autres arrêtèrent enfin de fuir. Ceux qui avaient fui firent demi-tour et se précipitèrent vers la place. Ils crièrent à plein poumon, jurant de jouer la fierté du serveur tout entier. Après plusieurs minutes de combat acharné, malgré de lourdes pertes, les Slims furent finalement contenus à l'extérieur de la place. 10 secondes restantes. La reine Slim lança une autre vague d'attaque. 9 secondes restantes.
Elle leva son regard vers la place comme si elle avait remarqué quelque chose. 8 secondes restantes. Après une brève pause, elle déchaîna un assaut furieux sur les joueurs en contrebas des murs. 7 secondes restantes. L'homme aux cheveux roux s'avança finalement, criant pour attirer son attention. 6 secondes restantes. L'ayant provoqué avec succès, il commença à charger sa compétence ultime. 5 secondes restantes. Son attaque complètement chargée, il dégaina sa lame et se lança vers la reine Slim. 4 secondes restantes, une barrière d'énergie jaillit autour d'elle, le projetant au loin. 3 secondes restantes. Suspendu dans les airs, l'homme éclata de rire en criant que la victoire était enfin à eux. 2 secondes restantes. La reine Slim arrêta soudain tout mouvement, son regard fixé sur la place. 1 seconde restante. L'homme aux cheveux roux s'écrasa à côté du cristal de la place, s'effondrant sur les marches en haletant. Au moment où l'homme aux cheveux roux attendait que la dernière seconde s'écoule, la victoire certaine à portée de main. Un craquement sec résonna derrière lui. Il se retourna et sa pupille se contracta. Le cristal gardien violet et or se brisait sous la lame de Yoon Jae-young. Des éclats de lumière radieuse se dispersèrent sur la capuche de Yoon. La poussière de cristal se déposant sur son gant rouge taché de sang, comme si des cendres étaient jetées sur une trahison de l'humanité elle-même. Les restes du cristal pleuvaient sur les cheveux de l'homme roux comme des fleurs vénéneuses s'épanouissant dans le sang, son esprit oscillant entre le choc et le vide. L'instant d'après, un message système s'imposa sur l'interface de chaque joueur. La colère des Slim. Quête échouée. Le village des débutants sera détruit de façon permanente. Voyant l'homme figé d'incrédulité, Yoon Jae-young parla calmement. Ma main a glissé. La rage priva l'homme aux cheveux rouges de la parole, ses yeux se révulsant. Yoon ne lui laissa aucune chance de répondre. Sa lame brilla, achevant le joueur qui avait déjà des PV critiques. D'autres joueurs se précipitèrent dès que l'alerte système apparut. Mais en voyant la scène sur la place, ils se figèrent. Ils avaient supposé qu'un monstre avait saboté le cristal, pour réaliser maintenant que c'était l'œuvre d'un joueur. Une fois qu'ils eurent compris, les armes furent dégainées sans hésitation alors qu'ils chargeaient droit sur Yoon Jae-young. Face à eux tous, Yoon Jae-young ne s'enfuit pas, mais sourit simplement. La seconde suivante, alors que la notification village des débutants détruits apparaissait sur toutes les interfaces. L'arène des Slim à l'extérieur des murs explosa soudainement en d'innombrables fragments. Lorsque les morceaux touchèrent le sol, ils se répandirent rapidement dans chaque fissure et crevasse. Puis, ils se rassemblèrent à nouveau, s'élevant dans les airs. Certains joueurs crièrent avec alarme, « Ne me dites pas qu'il fait apparaître des Slim ». Un autre joueur rétorqua, lui disant de ne pas être ridicule. Les monstres ne pouvaient absolument pas apparaître à l'intérieur d'un village. Avant qu'ils ne puissent finir, la masse liquide commença véritablement à engendrer des Slim, chacun des centaines de fois plus gros qu'avant. À ce moment-là, une annonce mondiale résonna sur tout le serveur. Longtemps ignorée sur le continent des Arcadia, la race des Slim s'est soulevée contre les humains qui les brutalisent et en est sortie victorieuse, réussissant à repousser l'humanité. À partir de ce jour, ils prospéreront sur les terres humaines aux côtés de leurs souverains. Le village des débutants a maintenant été officiellement converti en territoire des Slim. Observant depuis une colline lointaine, Yoon Jae-young ne put s'empêcher de remarquer, c'est vraiment cool. Peu de temps après, chaque joueur restant dans le village reçut un avertissement. Ils étaient entrés dans une zone de chasse de niveau 80. Avant que quiconque puisse comprendre ce que cela signifiait, des Slim se rapprochèrent de toutes les directions, un par un. Les joueurs furent expulsés de force du village. Le lendemain, l'incite dominait les gros titres des principaux médias. Personne ne s'attendait à ce qu'un jeu permette une liberté à un degré aussi extrême. Yoon Jae-young se leva, fit sa toilette, puis commença à parcourir les sections de commentaires sur plusieurs forums. Internet était déjà en ébullition, se connecter et apparaître directement dans un nid de monstres de niveau 80 était quelque chose qu'aucun joueur ne pouvait accepter. En conséquence, l'indignation publique se tourna rapidement vers les développeurs. Cependant, peu de temps après, certains utilisateurs ont souligné que l'incite pourrait être lié à Yoon Jae-young, car plusieurs joueurs s'étant échappés rapidement l'auraient vu sur les lieux juste après la destruction du cristal. Yoon Jae-young se demanda s'il devait faire profil bas pendant un certain temps. D'un autre côté, il n'avait fait qu'agir selon les règles du jeu, de l'éveil de la classe cachée, vagabond d'une ère chaotique, à la liaison avec le tristement célèbre roi démon Satan comme familier, et même à la rencontre d'un homme mystérieux qui pouvait communiquer avec lui par les fenêtres du système. Tout cela semblait faire partie d'un secret bien plus grand qui se cachait sous la surface. Incapable de comprendre, il décida d'arrêter de trop réfléchir et de laisser faire. Si c'était vraiment de sa faute, l'entreprise aurait banni son compte depuis longtemps. Après plusieurs jours de jeu non-stop, Yoon Jae-young choisit de retourner dans le monde réel, de se vider la tête et de s'occuper de son inscription à l'école. Dès qu'il entra dans la salle de classe et s'assit, il remarqua que la personne à côté de lui regardait une vidéo de jeu. En y regardant de plus près, il réalisa que le personnage à l'écran n'était autre que le sien. Le nombre de vues avait déjà dépassé les 2 millions. Il ne s'attendait pas à ce que son chaos en jeu soit enregistré, et encore moins à ce qu'il devienne complètement viral. Remarquant Yoon Jae-young se pencher, le garçon sourit et lui demanda s'il voulait regarder. Avant que Yoon Jae-young ne puisse répondre, l'homme se présenta comme étant Lingon-kun, disant qu'il voulait faire sa connaissance. Yoon Jae-young marqua une pause, puis répondit rapidement avec son propre pseudonyme, Lingon Loo.
Il dit ensuite qu'il regardait des vidéos d'un jeu appelé Arcadia, s'émerveillant de son niveau de liberté incroyablement élevé, au point que des slims pouvaient transformer un village de débutants en donjon. Soudain, il changea de sujet et demanda si Yoon Ji-yoon connaissait le boucher des débutants. En entendant cela, le cœur de Yoon Ji-yoon sursauta, se demandant si ce type connaissait d'une manière ou d'une autre sa véritable identité. Au plus fort de la tension, l'autre étudiant lui tapota nonchalamment l'épaule, supposant clairement que Yoon Ji-yoon ne connaissait tout simplement pas les détails. Il se lança alors dans une explication animée de tout ce qui s'était passé dans le jeu. Réalisant que le garçon ne faisait qu'étaler ses connaissances, Yoon Ji-yoon poussa enfin un discret soupir de soulagement. L'étudiant montra même des images des précédents massacres de débutants, insistant sur le fait que le soi-disant boucher des débutants était le véritable coupable de l'échec du siège des Slims. Yoon Ji-yoon se dit que ce type était étonnamment perspicace et qu'il devrait être beaucoup plus prudent à partir de maintenant. Quoi qu'il arrive, son identité de boucher ne devait pas être révélée. Voyant que Yoon Ji-yoon restait silencieux, Ling-Gong-kun supposa qu'il avait trop parlé. Peu de temps après, le reste de la classe arriva et le professeur entra dans la pièce. Il se présenta comme étant Kim Taun, un professeur du département de génie informatique. Il s'excusa ensuite de prendre un peu de leur temps, notant que tout le monde avait probablement été exposé à de nombreuses nouvelles sur la réalité virtuelle dans les médias dernièrement. Lorsque le professeur mentionna Arcadia par son nom, l'expression de Yoon Ji-yoon devint sérieuse. Le professeur continua, disant que quiconque avait fait l'expérience de ce monde de jeu de première main comprendrait que le génie informatique traditionnel ne pouvait plus suivre le rythme de l'époque. En conséquence, l'université avait décidé qu'à partir de cette année, le département de génie informatique serait officiellement rebaptisé département de génie de la réalité virtuelle. Après la fin des cours du matin, Yoon Ji-yoon se dirigea vers la cafétéria avec Ling-Gong-kun. Ling-Gong-kun rit, disant que c'était vraiment fou qu'ils viennent de s'inscrire et que le nom de la filière ait déjà été changé. La preuve que Arcadia commençait à influencer le monde réel. Rien qu'à son comportement, il était évident qu'il était un fan inconditionnel des Arcadia. Quand il demanda si Yoon Ji-yoon jouait au jeu, Yoon Ji-yoon s'en tint à la règle de passer inaperçu et prétendit qu'il n'avait pas les moyens d'acheter une capsule de jeu, donc il n'avait jamais essayé. Pour mettre fin aux questions, Yoon Ji-yoon demanda nonchalamment si Ling-Gong-kun jouait actuellement au jeu lui-même. Dès que Arcadia fut mentionné, Ling-Gong-kun sembla gagner une énergie infinie, déclarant fièrement que son niveau en jeu était assez élevé et qu'il pourrait facilement aider Yoon Ji-yoon s'il commençait à jouer. Après tout, avec la disparition du village des débutants, tous les points d'apparition étaient devenus aléatoires, ce qui rendait les débuts beaucoup plus difficiles pour les nouveaux venus. La scène se déplaça ensuite au siège social, dans le bureau de la directrice exécutive, Lee Mi-yoon. En regardant le rapport sur le village des débutants détruit, elle ne put s'empêcher de penser que la charge de travail à venir allait être écrasante. Elle avait anticipé que le niveau de liberté extrême des Arcadia mènerait à des situations inattendues, mais elle ne s'attendait pas à ce qu'un bouleversement aussi massif soit déclenché par un seul utilisateur. Pourtant, le résultat n'était pas entièrement mauvais, car l'incide avait valu à Arcadia une exposition médiatique sans précédent. De retour chez lui, au moment où Yoon Ji-yoon se connecta, Satan se plaignit avec colère d'avoir été laissé en attente bien qu'il soit un roi démon. Yoon Ji-yoon expliqua qu'il avait fait plusieurs nuits blanches pendant la bataille précédente et qu'il avait simplement besoin de plus de repos. En entendant cela, Satan se mit immédiatement à pester contre la fragilité des corps humains, raison pour laquelle il détestait former des contrats avec eux. Avant qu'il ne puisse finir, Yoon Ji-yoon entendit soudain des pas précipités derrière lui. Alors qu'il se retournait, la reine des Slims se jeta droit dans ses bras. Perdant l'équilibre, Yoon Ji-yoon fut cloué au sol. Les plus petits Slims derrière elle s'entassèrent joyeusement sur lui également. Ce n'est qu'après avoir été léché de la tête aux pieds que Yoon Ji-yoon réussit enfin à reprendre son souffle. Satan, qui était également écrasé sous les Slims, cria furieusement à ces petites créatures molles de le lâcher. Peu de temps après, la reine des Slims mena ses sujets pour s'aligner proprement devant Yoon Ji-yoon. Elle souleva sa jupe et s'inclina légèrement, lui adressant un sourire significatif tandis que les autres Slims baissaient la tête pour exprimer leur profonde gratitude. Yoon Ji-yoon fit un geste de la main, disant que c'était simplement ce qu'il aurait dû faire. Dès que les mots quittèrent ses lèvres, une notification système apparut, indiquant qu'il avait repoussé l'humanité et établi une patrie exclusive pour les Slims, un exploit dont la race des Slims se souviendrait à jamais. Son titre, Ami des Slims, fut amélioré en Sauveur des Slims, et il reçut également une récompense connue sous le nom de Couronne des Slims. L'instant d'après, une couronne dorée et radieuse apparut au-dessus de sa tête, et en accomplissant la tâche, il gagna 2000 points de crédibilité supplémentaires. Après avoir réclamé les récompenses, Yoon Ji-yoon ouvrit immédiatement son panneau système pour les examiner. Le titre de Sauveur des Slims accordait un petit bonus à ses statistiques, mais ce titre, ainsi que celui de boucher des débutants, ne pouvait jamais être vu par les autres joueurs. Satan demanda alors s'il était temps de partir, disant que le simple fait de regarder ces créatures sans vie le rendait malade. Yoon Ji-yoon ressentait la même chose. Il se prépara donc à partir vers la prochaine destination avec Satan. La reine des Slims les escorta sur une longue distance avant de s'arrêter enfin. Pendant ce temps, dans un espace mystérieux quelque part d'inconnu, un ange commença lentement à s'éveiller après avoir senti une étrange montée d'énergie sur les forums.
Suite à la destruction du village des débutants, les joueurs identifièrent rapidement un nouveau centre situé à 10 km au nord, une région connue sous le nom de domaine de Sir Michael. Les monstres des environs étaient de niveau relativement bas et l'équipement vendu par les PNJ était à un prix raisonnable. La nouvelle se répandit rapidement parmi les joueurs, et bientôt, un grand nombre d'entre eux commencèrent à affluer vers la ville. Comme prévu, Yoon Jae-yoon y arriva également. Cependant, au moment où il a atteint les portes de la ville, un garde l'a arrêté et lui a demandé son nom. Yoon Jae-yoon a donné le nom de Dex. Le garde lui a alors demandé s'il venait de la direction du village des débutants. Yoon Jae-yoon a répondu que c'était plus ou moins vrai, ajoutant qu'il avait entendu dire que les slims là-bas étaient devenus complètement fous et que beaucoup de gens venaient de cette direction ces derniers temps. Réalisant que l'incide était déjà parvenu aux oreilles des PNJ, il a compris qu'il devrait être beaucoup plus prudent à partir de maintenant. Après un bref échange avec le garde, Yoon Jae-yoon a été autorisé à entrer dans la ville. Cependant, il a vite remarqué que depuis son arrivée, Satan regardait autour de lui avec agitation. Alors, Eun Ji-yoon a demandé à Petit Euf ce qui se passait. Satan a dit que l'endroit lui semblait étrangement familier, bien que cela n'ait aucun sens qu'il y soit déjà venu. Il s'est alors tourné vers Eun Ji-yoon et lui a demandé pourquoi il continuait de l'appeler Petit Euf. Yoon Ji-yoon a expliqué que le nom complet de Satan semblait beaucoup trop imposant et que l'appeler nonchalamment attirerait facilement l'attention de ceux qui les entouraient. Après avoir savouré cette pensée un instant, Satan a ensuite demandé comment Yoon Ji-yoon prévoyait d'utiliser la crédibilité qu'il venait de gagner, puisque la bataille massive précédente avait dû l'aider à en accumuler une bonne quantité. Yoon Ji-yoon a ouvert son panneau de statut et a confirmé que sa crédibilité avait en effet dépassé les 30 000 points. Dès que Satan a vu le nombre, il s'est presque mis à baver, affirmant que laisser ses points à Yoon Ji-yoon était un gaspillage et qu'il ferait aussi bien de tout lui donner. En entendant cela, Yoon Ji-yoon a répondu avec une décision absolue et a rejeté l'idée sans hésitation. Satan est immédiatement devenu anxieux, soutenant que sans son aide, Yoon Ji-yoon ne pourrait de toute façon pas utiliser correctement cette crédibilité, et qu'il vaudrait mieux la lui échanger contre un équipement puissant. Avec ces objets équipés, la conquête du continent entier serait sans effort, et même les revendre rapporterait assez d'argent à Yoon Ji-yoon pour vivre dans le luxe dans le monde réel pour le reste de sa vie. Yoon Ji-yoon l'a interrompu, disant que s'il avait besoin de quoi que ce soit à l'avenir, il échangerait naturellement sa crédibilité pour l'obtenir. Et Satan s'est immédiatement retourné et l'a traité d'idiot fini. Bien que les conditions offertes par Petit Euf soient extrêmement tentantes, Yoon Ji-yoon pensait que compter sur lui pour utiliser la crédibilité était loin d'être une stratégie optimale. La vraie valeur de ce pouvoir dépassait probablement de loin l'équipement que Petit Euf sortait nonchalamment. Jusqu'à ce qu'il comprenne pleinement ce que la crédibilité représentait réellement, il savait qu'il devait rester prudent. Plus important encore, devenir invincible trop tôt gâcherait tout le plaisir du jeu. Peu après, Yoon Ji-yoon est entré dans la ville et a trouvé un quartier commerçant déjà bondé de monde. Avec Petit Euf à ses trousses, il a décidé d'errer d'abord en ville, en espérant tomber sur quelqu'un qui en vaille vraiment la peine. Après avoir marché un moment, il a remarqué deux PNJ avachis l'un contre l'autre, discutant tranquillement de quelque chose. L'un d'eux se plaignait que le seigneur avait récemment émis de nouveaux quotas de production de minerais de fer, qualifiant cela de désastre complet car il travaillait sans arrêt depuis des jours. Le PNJ chauve a soupiré et a ajouté que s'il n'atteignait pas le quota, la punition était presque garantie. Au moment où le mot « seigneur » a atteint ses oreilles, un lent sourire sinistre s'est dessiné sur le visage de Yoon Ji-yoon alors que les choses commençaient soudainement à devenir intéressantes. Satan a jeté un coup d'œil à son expression et s'est demandé silencieusement quel genre de plan tordu cet humain était en train de manigancer. Yoon Ji-yoon s'est alors avancé, a interrompu les deux PNJ, et a déclaré calmement qu'il pourrait peut-être aider à résoudre le problème dont il parlait. Les deux PNJ se sont immédiatement illuminés aux mots de Yoon Ji-yoon et ont demandé avec enthousiasme s'il était sérieux. Quelques instants plus tard, Yoon Ji-yoon a accepté une quête de leur parappelé, les tracas du mineur, qui lui demandait de rassembler 20 morceaux de minerai de fer avec des récompenses supplémentaires pour tout surplus. Après avoir lu les détails de la quête, Satan lui a conseillé de laisser tomber un travail aussi minable, le qualifiant de tâche répétitive de bas niveau destinée au moins que rien. Mais Yoon Jae-yoon lui a dit de bien regarder autour de lui à la place. Satan s'est tourné vers le marché animé derrière lui où des forgerons vantaient bruyamment leurs marchandises. Il a ricané en disant que ce n'était que de simples forgerons, à peine dignes d'intérêt. Yoon Ji-yoon a calmement fait remarquer que la plupart d'entre eux étaient en fait des joueurs, tandis que les vrais forgerons PNJ étaient étonnamment rares. Avec un afflux massif de joueurs dans la ville, la demande de matériaux de forge avait explosé. Pourtant, presque personne n'était disposé à entreprendre la tâche fastidieuse de miner du minerai de fer, ce qui a fait grimper la demande alors que l'offre restait stagnante. Satan a froncé les sourcils et a demandé ce que cela changeait, disant que le minerai de fer restait du minerai de fer. Eun Ji-yoon ne lui a pas répondu tout de suite. Au lieu de ça, il a dit à Satan qu'il comprendrait assez vite et que pour l'instant, il devait se concentrer sur le fait de gagner un peu d'argent facile. La scène s'est ensuite déplacée vers le manoir de Sir Michael. En tant que seigneur du territoire, Michael était assis à son bureau, examinant anxieusement une pile de rapports. Il y a à peine un mois, le minerai de fer se vendait 10 pièces de cuivre l'unité, mais le prix avait déjà grimpé à 15, menaçant de réduire à néant les marges bénéficiaires des forgerons. Si cette tendance se poursuivait,
le marché serait bientôt inondé uniquement d'équipements de basse qualité fabriqués par des apprentis. À long terme, la qualité de production globale du territoire chuterait, Mikhail ne savait que trop bien qu'une crise sérieuse approchait. Au même moment, à l'intérieur d'une grotte minière au cœur d'une région montagneuse, Yoon Ji-yoon se tenait silencieusement. Après avoir amené Satan avec lui, il lui a dit de procéder exactement comme ils en avaient discuté auparavant. Satan a demandé, confus, si Yoon Ji-yoon était sérieux, se demandant si cela valait vraiment la peine de dépenser une crédibilité si précieuse pour quelque chose qui semblait complètement inutile. Yoon Ji-yoon lui a dit d'arrêter de parler et de commencer. N'ayant pas d'autre choix, Satan s'est exécuté, la magie s'accumulant progressivement dans la paume de sa main. Une notification système est apparue, indiquant que 8000 points de crédibilité avaient été consommés en échange d'une pièce d'équipement obtenue de Satan. L'objet s'appelait « Sondeur des abysses », capable d'augmenter considérablement la vitesse de minage et d'offrir une chance de découvrir des matériaux de haute qualité. Yoon Ji-yoon a regardé l'équipement et a esquissé un sourire en coin. À partir de cet instant, il était temps de devenir riche. La scène est revenue au marché du territoire de Mial. Un joueur se tenait au milieu de la rue, annonçant à haute voix qu'il achetait à bas prix les 20 minerais de fer requis pour une quête de mineur. Une fille aux cheveux verts à proximité s'est approchée et a demandé s'il faisait cette quête de mineur répétitive et décevante. Elle a nonchalamment fait remarquer que la tâche n'offrait guère plus qu'une légère augmentation de réputation auprès des mineurs et que livrer le minerai de fer était beaucoup moins rentable que de le vendre directement. Après avoir entendu cela, le joueur a immédiatement décidé d'abandonner la quête. Non loin de là, les forgerons Eden et Kazim avaient entendu tout l'échange et Eden a marmonné avec colère que ces aventuriers n'étaient que des sources d'ennuis, gaspillant du fer précieux pour de la camelote. Kassem a hoché la tête en signe d'accord, se plaignant que personne ne savait d'où tant de gens étaient soudainement venus. Avec chaque moins que rien rêvant de devenir un maître artisan. Il a soupiré et a ajouté que le seigneur devrait intervenir à un moment donné, sinon le territoire s'effondrerait tôt ou tard. La structure économique des Arcadia n'était pas fondamentalement différente de celle du monde réel, tournant autour de la production et de la consommation, de l'offre et de la demande à travers le continent. Chaque région produisait des spécialités de ressources différentes, et les biens demandés par le marché changeaient constamment avec le temps et les circonstances. Dans les conditions économiques actuelles, le minerai de fer était devenu sans conteste la ressource la plus recherchée, une pénurie à long terme ayant discrètement fait passer son prix de 10 à 17 pièces de cuivre. En conséquence, les boutiques qui dépendaient de la fonte du minerai de fer pour fabriquer des équipements atteignaient à peine le seuil de rentabilité, et certaines fonctionnaient déjà à perte. Un joueur après l'autre a commencé à se plaindre du manque de minerai de fer, car le nombre écrasant de joueurs de la classe forgeron rendait son achat de plus en plus difficile. L'insatisfaction s'est lentement propagée parmi les joueurs, et beaucoup ont commencé à regretter leur décision de devenir forgeron en premier lieu. Naturellement, certaines personnes ont demandé pourquoi ils ne minaient pas simplement le minerai eux-mêmes. En entendant cette question, la plupart des joueurs ne pouvaient qu'échanger des sourires entendus. Après tout, un aller-retour entre les mines et la ville prenait plus de 2 heures. De plus, le minage en lui-même n'était pas facile et le succès n'était jamais garanti. Au final, laisser les autres s'occuper du minage tout en se concentrant sur les réparations d'équipements et la maîtrise des compétences était bien plus efficace. Mais aucun de ces problèmes ne signifiait quoi que ce soit pour lui. Alors que la machine tournait sans arrêt entre ses mains. Les notifications inondaient le panneau système, affichant acquisition de minerai de fer après acquisition de minerai de fer, ainsi que plusieurs minéraux rares mélangés. Alors que son niveau de minage augmentait rapidement, la vitesse d'extraction, le taux de réussite et les chances de découvrir des matériaux rares ont tous augmenté de manière significative. Après avoir travaillé un moment, il s'est arrêté pour se reposer et a vérifié son inventaire. Rien que le minerai de fer dépassait déjà les 1000 unités, ce qui valait bien les 8000 points de crédibilité dépensés. Pendant qu'il se reposait, Satan s'est approché. Il a déclaré sans détour qu'une seule foreuse ne suffisait plus et qu'après réflexion, il avait identifié une pièce d'équipement extrêmement puissante. Sur ce, Satan a sorti un autre artefact divin de nulle part et l'a jeté nonchalamment devant lui. Il a de nouveau refusé sans hésitation. Pleinement conscient que le véritable objectif de Satan avait toujours été le même, échanger ses objets contre sa crédibilité. Plus important encore, compter sur des artefacts divins comme celui-ci reviendrait essentiellement à tricher. Et une fois ce point atteint, le jeu lui-même perdrait tout son sens. Satan ne put répondre qu'avec une profonde exaspération muette. Il a ensuite demandé à Satan ce qu'il avait fait plus tôt. Satan a répondu avec un sourire en coin, disant qu'il avait peut-être découvert quelque chose d'incroyable, mais qu'il devait le confirmer avant de révéler quoi que ce soit. Après avoir jeté un coup d'œil à son inventaire, Satan a fait remarquer que tout le minerai du territoire entier combiné n'égalait probablement pas ce qu'il transportait. Il a expliqué qu'il prévoyait de miner la même quantité chaque jour et de la vendre en ville. Et avec plusieurs quêtes de mineurs terminées, sa réputation auprès des mineurs avait considérablement augmenté. Dans ces conditions, il serait impossible de ne pas attirer l'attention du Seigneur. Pendant ce temps, dans la salle de réunion du domaine du Seigneur, la table était couverte de lettres exigeant des livraisons urgentes. Si la pénurie de fer n'était pas résolue rapidement, les marchands s'uniraient probablement pour protester, et chaque lettre aggravait le mal de tête de dame Mikhail. Un de ses ministres prit la parole,
soulignant que la racine du problème était le nombre massif de joueurs qui étaient récemment passés à la classe de forgeron. Comme la plupart d'entre eux étaient des débutants, l'équipement qu'ils produisaient était de mauvaise qualité. Et plus important encore, alors que le nombre de forgerons montait en flèche, le nombre de mineurs n'avait pas du tout changé. Après tout, les joueurs n'étaient tout simplement pas disposés à faire un travail aussi indigne. Michael réalisa rapidement que la racine du problème venait des joueurs extérieurs. Et lorsqu'elle tenta de rendre le minage obligatoire pour tous ou de prioriser les ventes de fer aux maîtres artisans, le juge à ses côtés lui fit immédiatement remarquer que de telles mesures n'étaient pas autorisées par la loi en vigueur. Alors qu'elle se grattait la tête de frustration, sur le point de craquer, un soldat se précipita dans la salle pour signaler une affaire urgente. Michael n'avait aucune idée de ce qui se passait, mais au moment où elle sortit, elle vit une petite montagne de fer entassée sur la place. Avant même qu'il ait pu digérer le choc, le tas entier fut acheté à la vue de tous. Après avoir vendu tout le minerai, il se glissa dans une ruelle étroite à proximité. Cette fois, il gagna un total de 5 pièces d'or et 12 pièces d'argent, converties en monnaie du monde réel. Le total s'élevait à plus de 510 000. Le minage avait pris 3 jours entiers, ce qui signifiait qu'il gagnait environ 170 000 par jour. C'était plus que suffisant pour couvrir les mensualités de sa capsule de jeu, son loyer et ses frais de scolarité, mais c'était encore loin de ce qu'il avait en tête. Il semblait qu'il devrait finalement utiliser cette méthode. Au moment où cette pensée lui traversa l'esprit, quelqu'un l'interpella par derrière et lui demanda si tous ces minerais avaient été extraits par lui. Il leva les yeux et vit que ce n'était autre que Dame Michael elle-même. Au même moment, une notification du système apparut, indiquant que Dame Michael s'était intéressée à lui et que leur affinité avait augmenté. Il sourit simplement faiblement, se disant que l'hameçon avait enfin été posé. Après avoir effacé son sourire, Eun Jae-yoon lui demanda ce qu'elle lui voulait. Elle se présenta d'abord en déclarant qu'elle s'appelait Mio et qu'elle était le seigneur de ce territoire. Elle demanda ensuite si Eun Jae-yoon serait disposé à partager une tasse de thé et à avoir une conversation s'il avait le temps. Dès qu'elle eut fini de parler, une fenêtre demandant d'accepter l'invitation apparut devant Eun Jae-yoon. Il choisit d'accepter et fut rapidement conduit dans son domaine. Michael lui prépara personnellement une tasse de thé. Pendant qu'il buvait, elle lui demanda combien de temps il lui avait fallu pour rassembler une telle quantité de minerais. Eun Jae-yoon répondit honnêtement, disant que cela avait pris environ 3 jours. En entendant cela, Michael frappa la table et le questionna avec incrédulité, demandant comment il était possible d'extraire autant en seulement 3 jours. Mais après un moment de réflexion, elle considéra que les joueurs pouvaient posséder des capacités spéciales. Elle demanda alors si d'autres pouvaient extraire la même quantité de minerais que Eun Jae-yoon. Eun Jae-yoon répondit que c'était très probablement impossible. Comme si elle s'était déjà attendue à cette réponse, Michael poussa un soupir et demanda l'aide de Eun Jae-yoon pour résoudre la crise actuelle, expliquant que le nombre croissant d'aventuriers se rassemblant ici commençait à déstabiliser l'économie du territoire. Pendant qu'elle parlait, une notification apparut, signalant l'apparition d'une quête spéciale. Eun Jae-yoon l'ouvrit et vit une mission intitulée « Les Nuits du Seigneur », qui exigeait que la production quotidienne de minerais de fer atteigne 100 000 unités. La production quotidienne actuelle était d'un peu plus de 30 000, exactement le genre de tâche qu'il attendait. Après avoir écouté son explication complète, Eun Jae-yoon lui résuma la situation. Pour faire simple, elle voulait que les joueurs se rendent activement dans les mines et commencent à extraire du minerai. Il l'assura alors qu'il trouverait un moyen de résoudre le problème. Le système confirma et accepta immédiatement la quête en son nom. Ce soir-là, après s'être déconnecté du jeu et être sorti de la capsule, Eun Jae-yoon s'assit devant son ordinateur. Du point de vue du monde réel, la demande du Seigneur était en fait facile à gérer. Le problème était que Arcadia restait un jeu, et un travail abrutissant et rentable, mais sans aucun amusement, était quelque chose que les joueurs ne feraient jamais de leur plein gré. Cependant, Eun Jae-yoon avait déjà un plan. La première étape consistait à changer complètement la façon dont les joueurs percevaient la situation. Après avoir travaillé sur son ordinateur pendant un moment, il créa une nouvelle chaîne appelée Breaker Daily. La scène se déplaça ensuite dans une école le lendemain. Un garçon s'approcha et demanda à son ami, Zuo Fengzuo, s'ils pouvaient jouer à Arcadia ensemble plus tard. Zuo Fengzuo leva les yeux avec une expression abattue et dit qu'il n'avait plus l'intention de jouer à ce jeu. Quand on lui demanda pourquoi, Zuo Fengzuo se plaignit qu'au moment où il était entré dans le jeu en tant que novice, il avait été instantanément tué par un étrange boucher de débutants. Lorsque Zuo Fengzuo se reconnecta au jeu le lendemain, il découvrit que les Slims étaient inexplicablement devenus bien plus forts. Après s'être reconnecté une fois de plus, tout le village des débutants s'était transformé en une zone de chasse de niveau 80, et il fut tué plus d'une douzaine de fois en essayant simplement de s'échapper. En entendant cela, l'homme s'avança rapidement pour le réconforter, disant qu'au moins il était arrivé sain et sauf sur le territoire de Michael et avait même réussi à changer sa classe en marchant. Les choses s'amélioreraient lentement. Avant qu'il ait pu finir, Zuo Fengzuo le coupa, disant que c'était exactement pour ça qu'il se sentait si frustré. Il n'y avait pas beaucoup d'options de classe disponibles sur le territoire de Michael. Il n'avait donc pas eu d'autre choix que de devenir marchand, pour finalement apprendre un tas de compétences bizarres non combattantes, le laissant incapable de chasser du tout. L'homme ne savait plus comment le réconforter. Car toute la série de malchance dans le jeu ces derniers temps semblait s'être abattue directement sur Zuo Fengzuo. Puis, tout à coup,
Il se souvint d'un post qu'il avait vu plus tôt ce matin-là. Il sortit son téléphone et ouvrit le forum. Il dit à Zuo Fengzuo que ce jeu avait en fait plus de façon de jouer que de simplement farmer des monstres et monter de niveau. Tout en parlant, il cliqua sur une vidéo postée par Yoon Ji-yeon intitulée « Vous aussi, vous pouvez gagner de l'argent dans Arcadia ». La vidéo s'ouvrit à l'intérieur d'un tunnel de mine et la voix de Yoon Ji-yeon se fit entendre alors qu'il saluait nonchalamment les spectateurs. Il présenta ensuite le lieu comme la grotte minière de la montagne bien, expliquant que le sujet du jour était comment gagner de l'argent en extrayant du minerai de fer. En regardant cela, Choi Yun-tak marmonna, confus, que le minage n'était rien de plus qu'un travail épuisant et ingrat, et qu'il était plus facile d'acheter simplement les matériaux sur le marché. L'instant d'après, Yoon Ji-yoon sortit une bourse à l'écran, montrant les profits qu'il avait réalisés en une seule semaine. Stupéfait, Choi Yun-tak s'exclama comment il pouvait y avoir autant d'argent. Cela semblait être des centaines de milliers, au moins. La vidéo continua ensuite avec Yoon Ji-yoon expliquant qu'à son efficacité actuelle, il pouvait extraire environ 20 minerais de fer par heure, ce qui se traduisait par environ 400 pièces de cuivre selon les prix récents du marché. Donc si l'on voulait gagner plus, la première priorité était d'augmenter sa compétence en minage. Cela augmentait considérablement la vitesse de minage et les taux de réussite, tout en augmentant les chances d'obtenir des minerais rares. Par exemple, son niveau de minage avait déjà atteint le niveau 1, garantissant au moins un cristal magique ou un minerai de rang diamant chaque jour. Choi Yun-tak resta complètement sans voix devant l'écran. Il réalisa enfin que les gens avaient considéré le minage comme un travail ingrat simplement parce que personne n'avait jamais pris la peine de monter correctement la compétence. Ensuite, Yoon a délibérément coupé les séquences de minage réel, déclarant nonchalamment que le travail ennuyeux et répétitif ne valait pas la peine d'être montré. La vidéo passa directement à la scène après qu'il ait terminé un échange avec les PNJ mineurs, Yoon Ji-yoon expliquant que les méthodes pour négocier avec les PNJ et augmenter l'affinité seraient abordées dans de futures vidéos. Il révéla ensuite les gains de la journée, une pièce d'or entière ainsi que 82 pièces d'argent. À la vue de cette somme d'argent, les yeux de Choi Yun-tak s'illuminèrent pratiquement. Il pouvait à peine attendre la fin des cours pour se connecter et commencer à miner lui-même. Pendant ce temps, la chaîne que Yoon Ji-yoon avait créée se répandit sur les forums comme un éclair. En vérité, la plupart du contenu de la vidéo était soigneusement sélectionné. Atteindre ce niveau d'efficacité nécessitait un artefact de niveau chéaté comme le sien. Cependant, il a habilement coupé toutes les étapes critiques du minage qui auraient révélé la difficulté réelle. Ce que les spectateurs voyaient donnait l'impression que n'importe qui pouvait gagner de l'argent avec facilité. Finalement, la vidéo a piqué la curiosité d'innombrables joueurs, attirant même un grand nombre d'étrangers qui n'avaient pas du tout prévu de jouer. En peu de temps, les PNJ mineurs de tout le jeu furent complètement encerclés par des joueurs se précipitant pour acheter du matériel de minage et se dirigeant directement vers les montagnes. Lorsque Dame Michael apprit la nouvelle, un sourire longtemps attendu apparut enfin sur son visage. Elle n'aurait jamais imaginé que des aventuriers qui refusaient autrefois de miner à tout prix le feraient maintenant de leur plein gré. Et ce n'était pas seulement les forgerons. Des joueurs de presque toutes les professions se joignirent à eux, ce qui l'incita à demander à Yoon Ji-yoon quelle méthode il avait utilisée. Yoon Ji-yoon répondit calmement que ce n'était rien de remarquable. Il avait simplement stimulé le désir le plus primitif de l'humanité. Michael demanda quel était censé être ce désir primitif. Yoon Ji-yoon répondit simplement, l'argent. Une fois le minage présenté comme rentable, les gens se porteraient volontaires sans hésitation. Après tout, les aventuriers n'étaient rien de plus que des opportunistes motivés par l'argent. Mais en tant que PNJ du jeu, Michael ne pouvait pas vraiment saisir cette idée. Même sans comprendre pleinement ses paroles, elle admirait sincèrement la capacité de Yoon Ji-yoon. Yoon Ji-yoon lui a dit que ce n'était que le début et que pour une stabilité à long terme, les salaires des mineurs devaient être réduits au strict minimum tout en leur permettant de conserver une partie du minerai qu'ils extrayaient. Cela permettrait non seulement de motiver les mineurs actuels, mais aussi d'éliminer les profiteurs. Et à ce moment-là, Michael a enfin compris, réalisant avec stupéfaction qu'une telle approche était possible. Yoon Ji-yoon a expliqué nonchalamment que ce n'était rien de plus qu'un système standard basé sur la performance, notant intérieurement à quel point la seigneur comprenait peu l'économie, avant que Michael ne demande immédiatement le prix du minerai de fer, qui avait déjà dépassé les 20 pièces de cuivre. Yoon Ji-yoon lui a dit de ne pas intervenir du tout, laissant Michael visiblement perplexe. Il a expliqué que même si les prix augmentaient encore, ceux qui avaient besoin du minerai l'achèteraient quand même. Et pour les artisans de niveau maître, les prix actuels du fer n'avaient pas vraiment affecté leurs profits. En fait, ils considéraient les anciens prix comme absurdement bas, la raison même pour laquelle personne ne voulait fournir de minerai au départ. Et si quelqu'un se plaignait, il n'avait qu'à l'extraire lui-même. Après avoir entendu cela, Michael est restée silencieuse un instant. Puis elle a éclaté de rire, tapant à plusieurs reprises sur l'épaule de Yoon Ji-yoon, suggérant même qu'il devienne le responsable financier du territoire. Yoon Ji-yoon a refusé, disant que son voyage était loin d'être terminé, ce qui a finalement rappelé à Michael qu'il était lui aussi un aventurier. En vérité, Yoon Ji-yoon attendait depuis le moment où il était entré qu'elle prononce une seule phrase. Finalement, elle lui a demandé s'il y avait quelque chose que Yoon Ji-yoon désirait. En entendant cela, Yoon Ji-yoon a sorti une feuille de papier qu'il avait préparée depuis longtemps et l'a tendue à Michael.
Mikhail l'a accepté et a demandé avec curiosité ce que c'était. Eun Jae-yoon lui a dit que c'était une proposition de projet, l'assurant qu'elle serait satisfaite après l'avoir lu. Mikhail a alors ouvert le document et a commencé à l'examiner. Yoon Ji-yoon comprenait clairement que le profit qu'un individu pouvait gagner avait toujours une limite supérieure, et que pour dépasser cette limite, il fallait unifier d'innombrables individus sous un système unique, les transformant en un collectif. Après avoir terminé la proposition, l'expression de Mikhail est devenue visiblement stupéfaite. Yoon Ji-yoon a souri faiblement et a demandé si le plan l'impressionnait, déclarant que si elle était prête à offrir 10% du profit total, il lui transférerait la pleine propriété du plan. Après que les deux eurent quitté le domaine du duc, Satan se réveilla brusquement d'un cauchemar. Un cauchemar qui l'a ramené à la guerre sainte des démons, des milliers d'années auparavant. Il était suspendu haut dans les nuages, face à un ange qui venait de terminer de charger son pouvoir. Saisissant une lance, elle s'élança et fonça droit sur lui. Satan ne recula pas le moins du monde et entra en collision frontale avec l'ange. Après un bref échange, l'ange resta fièrement en suspens dans le ciel. Pendant ce temps, Satan réalisa qu'après avoir été frappé, sa magie de guérison avait inexplicablement échoué. Levant les yeux, il reconnut l'arme dans la main de l'ange. C'était l'artefact divin Muspelem, et il la maudit intérieurement d'avoir apporté une telle relique au combat. À ce moment, l'archange Michael pointa Muspelem vers Satan et déclara froidement qu'elle l'exécuterait au nom de la justice. Le cœur de Satan sursauta violemment et l'instant d'après, il se réveilla de son cauchemar. Il réalisa instinctivement que cela devait être dû à la proximité de cette chose, déclenchant des souvenirs d'un passé lointain. À ce moment, Yoon Ji-young marchait avec lui dans les rues de la ville, où l'on pouvait voir des groupes de joueurs former des équipes de minage à côté d'étals achetant des pioches en fer de haute durabilité à des prix élevés. Retrouvant sa concentration, Satan demanda ce qui était exactement écrit dans la proposition que Yoon Ji-yoon avait remise à la seigneur plus tôt. Yoon Ji-yoon répondit que les humains avaient un dicton, monter la montagne est facile, mais en redescendre ne l'est pas. Le minage était bien plus compliqué qu'il n'y paraissait. Même avec un bon emplacement et une progression sans heurts, un joueur moyen ne pouvait extraire qu'environ 10 minerais de fer par heure au maximum. Quant aux minerais rares, ils dépendaient entièrement d'un équipement de grade divin. Après avoir entendu cela, Satan a commenté que le minage n'était encore qu'un gouffre financier. Il demanda ensuite avec curiosité comment Yoon Jae-yoon comptait gagner de l'argent par la suite. Yoon Jae-yoon a expliqué que le cœur de la proposition était de vendre des permis d'entrée, essentiellement en faisant payer l'accès aux mines tout en offrant des prêts à ceux qui ne pouvaient pas payer les frais, à rembourser avec les minerais qu'il extrairait ensuite. Satan demanda immédiatement combien il comptait faire payer pour un seul permis d'entrée. Après une brève pause, Yoon Ji-yoon a dit que puisque les joueurs ne tomberaient pas deux fois dans le même panneau, le prix serait fixé directement à une pièce d'or. Ce chiffre a failli faire s'évanouir Satan sur le champ. De son point de vue, une pièce d'or était absurdement chère. Aucun humain ne paierait jamais sa juste pour un accès au minage. Yoon Ji-yoon lui a simplement dit d'attendre et de voir, confiant que les gens paieraient volontiers les frais pour la promesse de profit massif. À cet instant, Satan, le roi des démons lui-même, regarda Yoon Ji-yoon et sentit qu'il était plus démoniaque que n'importe quel diable qu'il ait jamais connu. Il avait vu Yoon Ji-yoon extorquer d'autres humains sans la moindre once de culpabilité, reportant même sans vergogne toute la faute sur les victimes qui avaient été trompées. Satan ne pouvait s'empêcher de s'en émerveiller. Seul quelqu'un comme Yoon Ji-yoon était digne d'être le maître d'un roi des démons comme lui. Sentant que quelque chose n'allait pas, Yoon Jae-yoon a demandé ce qui se passait. Satan ne répondit pas directement. Au lieu de cela, il dit qu'il y avait un endroit qu'il voulait que Yoon Jae-yoon visite avec lui. Il a promis que tant que Yoon Jae-yoon le suivrait, il n'y aurait aucune perte. Sur ce, Satan mena Yoon Ji-yoon jusqu'à une immense porte de pierre au fond d'une mine. Il a expliqué qu'il lui avait fallu plusieurs jours d'efforts pour enfin localiser cet endroit. Dès son arrivée dans la région, il avait ressenti un sentiment de familiarité inexplicable. Ce n'est qu'en s'aventurant plus profondément dans la mine qu'il fut certain d'être déjà venu ici. Yoon Ji-yoon a balayé les environs du regard et a réalisé que la zone était abandonnée depuis très longtemps. Pourtant, la porte de pierre elle-même était impeccable, ne montrant aucune trace de rouille ou de décomposition. Satan a pointé la porte du doigt, faisant signe à Yoon Ji-yoon de l'ouvrir. Yoon Ji-yoon a demandé calmement s'il en était vraiment capable. Après avoir reçu la confirmation de Satan, il a lentement tendu la main vers la porte. Avant même qu'il ne puisse la toucher, une notification système est apparue, indiquant que les conditions requises pour lever le sceau n'étaient pas remplies et que le sceau ne pouvait pas être ouvert. Une notification système est apparue, indiquant que signaler l'espace caché dans la mine à la seigneur accorderait une récompense spéciale tout en débloquant une compétence appelée excavation d'artefacts. Après avoir lu un message, Yoon Ji-yoon a dit à Satan que la porte était protégée par un sceau extrêmement puissant. Un sceau qu'il ne pouvait tout simplement pas briser. Satan, frustré, s'est gonflé et a répondu que c'était précisément parce qu'il y avait un sceau qu'il avait amené Yoon Ji-yoon ici. Yoon Ji-yoon a fait remarquer que l'amener ici était inutile puisqu'il ne possédait aucune magie capable de briser les sceaux. En entendant cela, Satan demanda si Yoon Ji-yoon ne savait vraiment rien du pouvoir qu'il possédait. Il s'est moqué, se demandant qui diable avait bien pu décider de confier un tel pouvoir à un humain. De plus en plus irrité, Satan a affirmé que même si ce pouvoir était donné à un maudit gamin, il trouverait quand même un moyen de le manipuler et de l'utiliser.
En écoutant cela, Yoon Ji-young sentit son irritation monter. Ce démon lui parlait avec condescendance, comme s'il était un parfait novice. Après s'être défoulé un moment, Satan décida d'être direct et demanda à Yoon Ji-young à quel point il comprenait réellement le pouvoir en lui. Yoon Ji-young a demandé s'il voulait dire la confiance. Satan l'a confirmé sans hésitation. Satan a poursuivi en expliquant que le pouvoir que détenait Yoon Ji-young dépassait de loin sa propre compréhension. Une force capable de surpasser les lois naturelles elles-mêmes. Ce n'était pas de la simple énergie, mais un droit. Un pouvoir créé pour briser l'équilibre du monde. Quelque chose qui pouvait être délibérément utilisé pour manipuler et tordre n'importe quelle règle de la réalité, ce qui en faisait la chose la plus proche de l'autorité d'un créateur. Satan a ensuite demandé ce que Yoon Ji-young pensait qu'un tel pouvoir pouvait accomplir, suggérant qu'il devait déjà en avoir une idée. Yoon Ji-young est resté silencieux un instant. Il a ensuite admis qu'il ne savait toujours pas. Cette réponse a provoqué une explosion de fureur chez Satan. Il a crié que la réponse était « tout ». Tant que Yoon Yoon le voulait, ce pouvoir pouvait absolument tout faire. Ce n'est qu'après avoir enduré des dizaines de minutes d'explications enflammées de Satan que Yoon Ji-young a commencé à saisir une partie de la vérité. En substance, la confiance que possédait Yoon Ji-young était le carburant essentiel requis pour que des êtres comme Satan, des entités qui transcendent la réalité elle-même, puissent agir.